Bonjour et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est moi qui présente parce que j'avais une idée de podcast, donc j'ai viré Romaric de sa chaise. Avec moi aujourd'hui, pour ce podcast, il y a Romaric qui a trouvé une autre chaise. Bonjour. Il y a Jérôme. Il y a Vincent. Salut à tous. Et aujourd'hui, pour ce podcast, on va parler de la nostalgie. Alors, pourquoi ce podcast ? Nostalgie. Alors, pas nostalgie, la radio. Tu sors, Jay. Mais non, mais c'était très beau, c'était la chanson. Merci, Jérôme. Pourquoi ce podcast ? J'en ai eu l'idée après avoir regardé Stranger Things. Ah oui, alors là, je comprends tellement, ça y est, je crois qu'on sait... Parce que nous, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire dans ce podcast. Non, on débarque. Voilà, on débarque. Voilà, je leur ai dit, vous voulez faire un podcast sur la nostalgie ? Ils ont dit d'accord. Et puis voilà, on a pris les micros. C'est parti. Donc, ouais, j'ai eu cette idée en regardant Stranger Things parce que cette série m'a interpellée sur pas mal de points. Et j'ai envie d'en parler avec vous. Voilà. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous savez ce que c'est que la nostalgie ? Plus ou moins, mais une définition précise, non. Déjà, c'est un Je pense que je suis sentiment, pas déjà. capable. La nostalgie. C'est un sentiment. C'est une émotion, c'est un sentiment. C'est le sentiment... De regret de la perte du passé. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est souvent accompagné par la mélancolie. Alors nous, on avait un prof de philo. Quand j'ai lu ça, ça m'a aussi aidé à comprendre pourquoi j'avais eu un malaise quand j'ai regardé Stranger Things, tout en trouvant ça cool. Hein. Mais ça a trait à la mélancolie. Et le désir de revivre un événement passé aussi en même temps. Tu voulais prendre la parole, Jérôme, je crois. Non. Excuse-moi. Non, Non, alors, non. Tu levais le bout Non, de mais la main. c'est toi qui je t'ai vu. Bon. Parce que je croyais que tu voulais... Alors la en fait, parole. Romaric, on va se mettre d'accord. C'est pas toi qui donne la Oui, parole dans c'est ce pas moi, podcast, c'est moi. C'est pas moi, oui. Il est insupportable. hein. Mais oui, il va essayer de me truster C'est quoi, mon ça rôle. C'est à toi ou pas Non, c'est à toi, Romaric. C'est à moi. Bon, bah alors. Hop, Donc ça a trait à la mélancolie. Alors nous, on avait un prof de philo qui nous parlait souvent de la mélancolie parce que pour lui, c'était une maladie psychique, etc., qui avait trait au fait de rester à réfléchir à son passé et qui, je pense que d'après ce que j'ai lu sur Internet, oui, ils appelaient ça à une époque l'hypocondrie du cœur. Bref, sur le principe, la mélancolie, c'est pas forcément un sentiment bénéfique. Et du coup, comme la nostalgie a trait à ça, je pense que ça peut nous amener aussi à voir ce qui m'a dérangé en fait dans Stranger Things. Du coup, à votre avis, pourquoi est-ce que je veux vous faire parler de la nostalgie actuellement ? Qu'est-ce qui m'a amené à vous en faire parler aujourd'hui ? Ouais, à mon avis, il y a plein de raisons. La première, c'est de voir que, par exemple, dans le milieu du jeu de rôle, dans le monde du jeu de rôle, il n'y a que les grandes licences qui nous ont fait rêver dans les années 80, 90 et 2000 qui réussissent par exemple leur crowdfunding et vraiment on va dire avec parce que évidemment il y a d'autres personnes qui réussissent des crowdfunding hein. Vivien assez récemment a réussi son crowdfunding de Libreté, les Aux marges du pouvoir de Manuel Bedoya a également réussi son crowdfunding et là on parle pas du tout de nostalgie, c'est vraiment des nouvelles licences qui apparaissent sur le marché mais pour atteindre des scores mirobolants des centaines de milliers d'euros J'irais même encore plus loin le marché, pas que du jeu de rôle, tout le marché en général est saturé de produits qui sont nostalgiques. Star Wars. Star Wars, le cinéma, le phénomène adolescent. Ouais, l'adolescent, ouais. C'est exactement ça quand on joue sur la nostalgie d'une époque. La génération Club Dorothée, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et quand tu vois tous les concerts organisés sur les Star 80, tous les trucs comme ça, ça marche à fond. Combien de reboots au cinéma et dans les séries ? Ouais, c'est énorme. Ces personnages qu'on n'ose pas voir mourir et qu'on remet en scène indéfiniment plutôt que d'en créer des nouveaux. Ouais. Tu parles de la super série L'Arme Fatale, là ? Même puis je pense à Marvel. Je pense aussi aux suites. Je touche juste les suites, quoi. Enfin, regardez Indiana Jones. On est au combienième Indiana Jones ? Je sais même plus. Moi, je les compte même plus. 6. Le 6 ou le 4 ? Le 4, c'était celui avec les crânes de cristal. C'est ça. Donc on est pas celui-là. Et non, c'est avec et Die Hard, c'est pareil, regardez Die Hard ou le succès par exemple d'une série comme Expandable. Mais j'ai vu une affiche, ils vont ressortir un Alien parce que Prometheus apparemment qui sort le 10 mai. Voilà. D'accord. Ouais. Donc alors moi j'ai lu pas mal de choses du coup quand je me suis posé ces questions-là et de ce que j'ai lu, moi ça m'a beaucoup fait penser aussi au syndrome Peter Pan. Et au fait que les millennials, ce qu'ils appellent les millennials, alors je sais pas comment on le dit en français parce que j'ai lu des trucs surtout en anglais, les millennials qui ont du coup du mal à arriver à un stade qu'on dirait adulte comme dans les années 80 avec la maison, les enfants, etc. et qui du coup se réfugient dans la pop culture. Une pop culture doudou avec le syndrome mélangé au syndrome Peter Pan, en fait de pas avoir envie forcément de grandir, etc. qui font que du coup on se réfugie dans quelque chose qu'on connaît et qui nous rappelle
qui nous font revivre en fait des émotions de quand on était enfant. Là, dans ton truc doudou, là, ça me fait penser aux Fossoyeurs de films. Il y a aussi, je pense que le fait que tu aies regardé pas mal la web-série du Fossoyeur de films. Il en a juste parlé dans le dernier. Alors, au moment où on enregistre, c'est son dernier, donc j'avais eu cette idée. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir vu ça. Je veux dire, ça a un nom sur Internet, ça s'appelle le Nostalgia Bite. C'est comme la pute à clic, mais la nostalgie à clic, quoi. D'accord, ouais. Et qui parle d'une industrialisation de la nostalgie. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi une manière de chercher à récupérer un marché sur une nostalgie? On vit dans un monde qui est quand même assez violent, assez dur, et une certaine nostalgie, une Madeleine de Proust en fait. C'est tout à fait ça. Après, tu vois, quand tu parlais de mélancolie, par rapport à ce que disait ton prof de philo, la mélancolie qui est liée, ce qu'on pourrait appeler mélancolie liée à la nostalgie, pour moi, c'est plutôt le spleen. C'est la même chose, mais sans être la même chose. Alors justement, ça va me permettre d'arriver à ce que je voulais, parce que le spleen, en fait, à la base, est lié à la création. C'est le spleen dans les poèmes de Baudelaire. Dans les poèmes de Baudelaire, etc. Il y a un côté créatif que je ne retrouve pas forcément dans tout ce côté industrialisation de la nostalgie, qui me pose en fait la question de savoir quel est le propos qui est soutenu par des œuvres uniquement faites par de la nostalgie. Ah oui, tu penses qu'il y a derrière, il y a une espèce de flémagite créative. Je pense qu'il y a un problème dans ton énoncé, c'est qu'on ne parle pas d'œuvre, on parle de produit. Ouais. Si tu joues sur la nostalgie, c'est justement tu parles pour de ça produit que j'en parle justement. Justement, c'est la question que je pose. C'est peut-on créer, et moi je le pense, de bonnes choses à partir de la nostalgie, mais dans ces cas-là, est-ce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe? C'est-à-dire, la nostalgie amène pas forcément que de mauvaises créations. Ce qui pose la question, c'est la limite de l'industrialisation. Parce que les propos que j'ai vus, moi, dans la nostalgie, sont pas forcément des propos très, très, comment je pourrais dire, très reluisants, notamment au niveau politique. Oui, voilà. Enfin, moi, je pense aussi une des raisons que la nostalgie, ça marche énormément en ce moment, c'est parce que le monde est moche. Que fondamentalement, les gens des années 80, les gens qui sont nés dans les années 80, ne se retrouvent pas, ou la génération, on va dire la génération Mitterrand, ne se retrouve pas dans ce monde néolibéral, ultra-capitaliste. Enfin, je suis désolé, je rajoute des néo et des ultras, ça sert à rien, je devrais juste dire libéral et capitaliste. Mais je veux dire, voilà, on ne se retrouve pas dans cette culture-là. On n'a pas... Qui a envie, autour de cette table, qui a franchement envie d'avoir une grosse bagnole, un costard et une Rolex? Personne. On n'est pas de cette génération-là. Ben si, puisqu'on a tous raté notre vie si on n'a pas une Rolex à 45 ans. C'est ça. Alors moi, justement, je pense que là, il y a un biais. C'est que justement, dans les années 80, c'est l'époque du no futur. En fait, la vie, elle n'était pas meilleure à cette époque-là. C'est juste qu'on était des mômes à ce moment-là et qu'on ne se rendait pas compte. Et que ce qu'on trouve, en fait, actuellement, et c'est ce qui m'a dérangé quand j'ai regardé Stranger Things, c'est qu'on retrouve une restitution enchantée et idyllique d'un monde qui, en fait, n'a jamais été comme ça et n'a jamais existé. Culturellement, alors là, on va encore avoir notre débat sur les années 90 et 80, Flavie, mais culturellement, le monde des années 80 était quand même très, très fourni. Les années 80, c'est un monde dans lequel, je sais plus, il y avait sur Facebook, il y a un mème comme ça où tu vois Freddie Mercury. Souvenez-vous, dans les années 80, un homosexuel chantait et ça ne choquait personne. Regardez dans les années 2010. C'est des conneries parce qu'en fait, personne ne savait vraiment. Enfin, c'était un non-dit, mais on ne parlait pas de l'homosexualité de Freddie Mercury. Bah, tout le monde le savait. Mais regarde dans les. Pas vraiment, pas au début. C'est après quand il a été connu. Mais au début, c'était caché. Ok. En tout cas, tu vois tous les artistes des années 80, ils prennent des looks efféminés, les David Bowie, enfin, je sais pas, même avant, Paul Naref qui prend des looks du what the fuck. Oui, mais dans la vie de tous les jours, les homosexuels n'étaient pas très bien intégrés, Romaric. Mais je pense qu'en fait, dans les années 80, ce qui a changé par rapport à cette époque-là, c'est qu'on était dans le no future, mais on avait une vie qui était beaucoup moins violente qu'aujourd'hui, au moins dans tout ce qui est la musique. Regarde la musique des années 80, ils te racontent les mêmes histoires qu'aujourd'hui, mais c'est pas les mêmes rythmes, quoi. C'est toujours quelque chose d'enjoué, de péchu. On n'a pas écouté. Enfin, attends, dans la culture de tous les jours, mais en vrai, c'est aussi la période où le métal et toutes ces musiques-là commencent à émerger. Qu'on soit bien clair, je ne compare pas les époques. Je dis pas les années 80. Je dis pas c'était mieux avant.
Je dis pas ça. Parce que moi, c'est je ça dis qui que me dérange actuellement dans les culturellement- créations de la nostalgie, Non, c'est qu'il y a un côté, c'était C'est mieux pas ça avant. que je dis. C'est que culturellement, les années 80 étaient plus riches. Je trouve, je dis pas que, je dis dans le monde, par exemple, le fait de montrer à des gamins, je veux dire sur TF1, des dessins animés qui parlent de la mort, qui parlent parce que je suis désolé, mais les mangas, regardez par exemple les émissions du joueur de grenier où il parle de Clémentine et compagnie, où il résume les thèmes de ces trucs sur la drogue, sur les trucs. Alors lui, il s'en moque parce qu'il trouve ça un peu ridicule, mais en réalité, imposer ces thématiques-là aussi jeunes à des enfants et compagnie, bah, c'est quand même beaucoup plus riche que je sais pas quoi, de leur imposer tout un tas d'autres thématiques. Alors, le truc, c'est qu'actuellement, c'est pas plus le problème. édulcorées. Le truc, c'est actuellement, on a ces dessins animés là pour les jeunes. C'est juste qu'ils ne sont pas diffusés sur des chaînes de grande audience, parce qu'avec Internet et la pluralité des chaînes, en fait, maintenant, les gens font leur marché. Si on veut montrer ça à des enfants, on leur montre ça. Non, là où il y a encore une fois un biais, je pense qu'il y a encore de la création, mais les gros trucs qui font vendre, ce sont des remakes, etc. Et on essaye la pop culture actuellement. Alors, j'ai lu ça, je crois que c'était sur slide.fr. La pop culture arrive à un assèchement progressif. C'est-à-dire qu'à force de faire du remake, on ne pourra pas faire de remake. Moi, je me suis posé la question quand j'ai regardé Stranger Things, de savoir si dans 20 ans, on pourra faire un remake de Stranger Things. Et la réponse est non, à mon avis. Non, parce que ça parlera plus à personne, ou alors il faudra le projeter dans les années 2010. C'est la question qui arrive avec le fait de revoir sans arrêt de la nostalgie, c'est à un moment, on va se retrouver face à un mur. Est-ce que ce mur sera réel ou pas ? Est-ce qu'on pourra continuer ? Parce que la nostalgie n'est pas forcément mauvaise quand on essaye de revoir un retour réflexif sur ce à quoi on a été confronté. Normalement, c'est censé amener une recherche, une relecture, un peu comme ils ont fait avec Mad Max, par exemple, qui pourra amener un nouveau questionnement et une nouvelle création. Mais là, ce qu'on voit, c'est juste avec une industrialisation de la pop culture, on voit que l'assèchement va finir par nous amener à un mur. Est-ce qu'on pourra continuer à finalement créer sur cette chose-là ? Est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on sorte les doigts à un moment ? Je suis assez d'accord. Surtout sur les... Bah oui, enfin comme je disais, ces héros ou ces époques ou ces musiques, ces groupes de musique qu'on veut pas voir mourir. Les affiches des concerts de métal, moi ça me fait délirer à quel point je me dis mais les gars ils viennent en déambulateur ou c'est que des vieux les têtes d'affiche. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ça moi. Je sais que moi alors bon, je parle que pour moi et de mes goûts personnels, j'ai toujours trouvé la production de manga supérieure à celle des comics. En général, pas toujours, mais parce que notamment les Japonais ne sont pas dans la répétition du même comme ça et ils osent voir mourir leurs personnages, enfin symboliquement, même s'ils meurent pas à la fin de l'œuvre, mais lâcher l'œuvre, faire autre chose, qui s'en inspire peut-être, mais qui le dépasse, etc. et qui avance. Et j'ai de plus en plus peur quand je vois que Naruto lance Boruto. Qui est une suite où on voit les parents à côté, enfin, ou que Dragon Ball se lance dans Dragon Ball Super, j'ai l'impression que cette culture comme ça du même qui se répète indéfiniment, où on fait des suites, sur des spin-offs, sur des reboots, ça se généralise, j'ai l'impression, et j'avais l'impression que c'était plutôt propre aux comics avant. Le truc des comics, c'est que en fait, à chaque fois, il y avait un auteur différent qui arrivait et qui faisait évoluer le truc. C'est-à-dire que ce n'était pas une répétition d'un même. Je vois, par exemple, dans les années 90, quand Spider-Man se fait cloner, la période des clonages, c'était complètement fou. Ce n'est jamais la même histoire. Ce n'est jamais le même propos. Qui plus est, si on prend l'univers de Marvel, c'est un univers qui se trouve dans la réalité. Et donc, à chaque fois, c'est une critique. Oui, mais justement, est-ce qu'on n'est pas dans le doudou quand même, quand on reprend toujours le même personnage Alors, ça pour lui dépend faire comment tu le traites. C'est la différence entre l'hommage et le remake. C'est l'hommage, c'est ce que je vois actuellement dans certains JDR, où on voit le même jeu de rôle, en fait, juste réédité, où on est vraiment avec quelques petits changements, on est dans de l'hommage. Et là, pour le coup, je serais d'accord avec toi. Là où le remake propose à chaque fois quelque chose de différent, on part d'un truc qu'on a connu pour le transformer, qui pourra aussi amener à de nouveaux jeux, de nouvelles théories, etc. Tu parles du nouveau système de Cthulhu, là ? Mais pour prendre quelqu'un comme Superman, lui ça fait 70 ans qu'il tourne plus ou moins en boucle. Alors, même si à chaque fois on raconte Superman, une histoire un peu il est mort différente. dans les années 90 quand même, rappelons-le. Oui, enfin il
Il est mort dans les comics, en fait, Superman. Oui, mais maintenant, il y a eu des reboots et il est mort combien de fois dans les comics, en vrai? Il est mort une fois et c'était énorme. Il a été repris bien plus tard. Ils ont été obligés de retransformer l'univers pour qu'il puisse être à nouveau moderne. Et je l'avais lu à l'époque. Et moi aussi. La mort de Superman. C'était complètement fou contre un Ouais. monstre énorme. J'avais pleuré. Et ça, Dans le film, c'était raté. Oui, alors là, par contre, dans les films des comics, là, on est d'accord. C'est de la nostalgie actuellement. n'empêche que qui tu a- n'expliques D'accord. pas. N'empêche que tu n'expliques pas en fait pourquoi est-ce que ça marche aussi bien la nostalgie. Ah, justement, je Alors vais y c'est venir. ça. Le truc c'est que tu nous as posé une question. Là, tu réponds un peu à ta propre question, mais à côté de ta propre question. Là, tu nous as demandé pourquoi est-ce que nous on pensait que ça fonctionnait. Je crois à un moment donné dans ce Moi, podcast. je pense qu'il y a un principe de narcissisme là-dedans. On aime se regarder le nombril parce que c'est facile. Et qu'on aime aussi se rappeler quand on était jeune. Et que ça appuie sur des petites choses, même politiquement, qui ne me plaisent pas du tout. Ah, oh, tu fais un lien avec. Ouais, alors tout à fait, moi ça me fait penser à l'entre-soi aussi, avec le fait d'être ensemble et de célébrer cette culture commune qu'on a eue et qu'on croit, enfin qu'on espère encore avoir tous ensemble. Et ça me fait penser notamment dans les vidéos qui parlent de jeux de rôle ou de jeux vidéo, souvent ils mettent des extraits, des fois très courts, volontairement, parce que les gens qui regardent ces vidéos, enfin une partie du public, adore se dire « Ah, j'ai reconnu toutes les références ». Oui, Ouais. alors j'ai lu un truc sur Internet quand je préparais ça. Alors c'était un article, mais malheureusement je me rappelle plus où parce que c'était au moment de la sortie de Stranger Things, donc c'était il y a fort fort loin, où ils expliquaient que l'interaction sociale, un des niveaux les plus bas, c'est quand on se contente juste de se rappeler les expériences passées ensemble plutôt que d'en créer de nouvelles. D'accord. Et là, au final, dans cette culture de la nostalgie, on aime bien se rappeler les expériences qu'on a passées ensemble, parce que ça ne nous oblige pas du coup à passer du temps pour en créer des nouvelles. C'est D'accord. facile. Ouais. Et ça permet de toujours être avec les mêmes personnes, Ouais. de ne pas aller vers l'autre, Être en terrain connu, quoi. être en terrain connu, Ouais. et ne pas aller vers l'autre, se rappeler les mêmes personnes. Vous voyez où je veux en venir au niveau politique ? Ouais, je vois. Oui, mais enfin, on peut aimer la nostalgie. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup me taper un trip nostalgie, sans pour autant ne pas. Tu vois, c'est pas parce que j'aime le gâteau au chocolat que j'aime pas l'éclair au café. Oui, mais là, c'est parce qu'on parle. Il y a aussi un petit côté. Quand je vais faire un Tu lien penses avec le qu'en fait principe la du nostalgie déterminisme. mène au conservatisme, tout Oui, simplement. tout simplement. Parce Sous que toutes quand, ses par formes. exemple, sur le déterminisme, C'est moi, ça intéressant, me dérange pas de me mettre en mini-jupe du moment que je sais pourquoi je le fais. Je le fais pas parce qu'une fille doit mettre des mini-jupes, je le fais Ouais. avec un recul. Là, c'est Tu pareil. es une femme déconstruite. Si tu pourrait-on regardes, dire. un truc comme Stranger Things avec du recul, en sachant que tu vas le faire pour voir tous les petits trucs qu'on t'a lâchés, que les producteurs ils ont été sympas de te mettre le petit jeu avec lequel t'aimais jouer et tout. Si tu le fais avec du second degré, ça passe. Ça passe. Mais si tu le fais au premier degré, je rappelle quand même que selon moi, on montre une vision idyllique du passé, généralement entre blancs bien pensants, catholiques, pense dans les trucs qui viennent de la France. Et, Protestant quand c'est américain. En France, voilà, un bien wasp pour tout ce qui est américain. Et on arrive sur un truc comme le refus du changement, la peur de l'inconnu, question de la stagnation. c'est génial parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de refaire le podcast qu'on avait fait avec Étienne Barrier sur le steampunk. Et bien justement, ça fait partie des notes que je suis très contente que tu en parles. C'est exactement ce qu'on. Enfin, et on a la même. La même, nostalgie d'un monde à consommation. l'occidental où l'occidental règne en maître. Avec, en plus, dans le steampunk, je suis du coup allée voir aussi pas mal sur Internet. Il y a, à part quelques filles qui se mettent en pantalon, de ce que j'ai pu voir sur certains threads, il y a quand même le côté la nana, c'est la femme objet qui se met en jolie robe, l'homme va être là pour apporter le fait que c'est lui qui va se défendre, etc. Il y a finalement très peu de nanas que j'ai vues sur Internet avec des côtés steampunk pantalon et steampunk un peu féministe. Et là, ça me fait penser aussi à ça. C'est toutes ces problématiques où la nostalgie peut amener à un truc un petit peu nauséabond. Je dis pas que tous les trucs de steampunk et tous les trucs en rapport avec la nostalgie amènent à un côté nauséabond, mais il y a quand même un sous-propos derrière où il faut réfléchir un peu. C'est marrant parce que moi je pense par exemple à des œuvres, des produits comme King Fury par exemple. Je sais pas si vous avez vu c'est un court métrage This is my biceps. qui a été crowdfundé en fait pour moi je le vois plus de l'ordre de la blague. Hein.
Tu vois ce King que je veux Fury dire? a un côté très King second Fury degré, a un en côté effet. second degré, c'est de la blague. En fait, il parodie presque justement les... Oui, parce que King Donc moi, Fury ça me fait rire. a été fait dans cette optique-là, de Mm. choquer la personne qui va regarder ça pour lui faire prendre conscience de son désir de Mais tu nostalgie. vois, ça me fait C'est rire. le propos c'est le propos de King Fury. Ouais. C'était déjà son propos, c'est de dire attention à la nostalgie bait, je sais pas comment il le dit. Ouais. Attention à cette nostalgie-là parce que vous allez finir comme ça. C'était le propos de King Fury. Ouais, je C'est sais pour pas ça si que King c'était le Fury propos de était King vachement Fury, hein. intéressant. Mais J'irai pas jusque est-ce qu'on peut réellement, aujourd'hui, alors je sais pas, c'est peut-être générationnel, c'est peut-être moi qui suis pas capable de cet effort, mais quand je regarde Stranger Things, c'est une série que j'ai adorée. Moi aussi, j'ai bien aimé, mais il y avait quand Et- même des choses qui m'ont dérangé. Ouais. Quand je le regarde, effectivement, ce que tu dis, je le vois, mais je le vois comme lié à une époque, et c'est plus mon époque. C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, j'étais un peu là-dedans, parce que j'avais pas de conscience politique. Enfin, moi, les années 80, j'avais moins de 10 ans. Hein. J'avais pas de conscience politique, j'avais pas tout ça. Donc, je me posais pas ces questions. Et quand je le regarde, tu vois, c'est pour ça que je parlais de Madeleine de Proust. Quand je regarde, je vois plus le clin d'œil. Le clin d'œil, tu vois, l'histoire du jeu de rôle avec le clin d'œil de la première scène d'E.T., les trucs comme ça. Je vois ça, et même si je comprends ce que tu dis, pour moi, on ne peut pas le regarder sans second degré. Tu sais, c'est ce que répète souvent Rome, où il dit qu'un propos ne doit pas être sorti de son contexte et ne peut pas être compris en dehors de son contexte. Ouais. C'est un peu ça, c'est que moi, quand je vois ça, oui, ça pose plein de problèmes, c'est vrai. Mais pour autant, ce que je ressens et ce qui me plaît quand je regarde ça, c'est pas tous ces problèmes qui sont liés, et ça peut pas jouer sur ma vision aujourd'hui de ces problèmes. Ça joue juste sur ce que je ressentais à ce moment-là en voyant ça. J'irai plus loin. Ouais, parce que tu recherches en final, quand tu vois ça, tu recherches finalement un peu le contexte dans lequel tu as construit ta sensibilité. Alors voilà. Alors là, on arrive au cœur du sujet. Moi, toute cette conversation me fait aussi penser énormément aux expériences musicales de PV Nova. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube. C'est un type qui... tu connais Ouais, moi j'aime bien. Moi. Je trouve ça génial. En fait, c'est un type qui montre les trucs et astuces des grands groupes de musiques industrielles et qui te dit, voilà, on va décomposer les genres. On va vous expliquer que dans la musique, il y a des grands genres musicaux. Et puis, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, il y a des trucs et des astuces qui mènent et qui conduisent à la sensation que vous ressentez quand vous entendez ce type de musique. Et il va te l'expliquer musicalement, en te disant, il faut une base de temps. Moi, je connais rien en musique, mais je regarde cette émission parce avec que un petit ton un peu satirique. Oui, il est génial. Moi, je trouve ça assez délicieux. Oui, il est très très bon. Je sais que ça agace certains et certaines. Critique mais... des éditeurs, évidemment. Voilà, on sent bien, on va bien. Bon. Alors donc, ils sont tous méchants. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Il nous apprend qu'il y a un certain nombre de codes qui conduisent en fait à des émotions, à des sensations. En gros, il nous fait du commentaire de texte. Pour moi, Stranger Things, c'est un effet, c'est un mec qui dit regardez, je vous fais un commentaire de texte des années 80 et des films de Spielberg. Je vous montre je vous explique comment j'ai compris l'essence même de ces films ou de ces séries, et je vous en refais un à la sauce pour vous montrer que j'ai parfaitement compris et saisi les codes. Pour moi, le travail d'artiste et des artistes, il est là. C'est pas une célébration de la culture des années 80, c'est juste une performance, au sens de performance artistique, de se dire, regardez, on a tellement compris et déconstruit les codes de ces années-là qu'on est capable d'en reproduire aujourd'hui. Alors pour Stranger Things, on est d'accord. C'est une série expérimentale, Stranger Par contre, sur des choses comme Star Wars, le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, Rogue One. Rogue One. Où là, c'est carrément une industrialisation. On a réfléchi à ce qui a fait que vous avez aimé ces choses-là. On les a pris et on les a saupoudrés à certains moments. Attends, tu parles de Rogue One là vraiment ? Ouais. Parce que justement, il ne semble pas que Rogue One ce soit ça. Non, mais quand même, je suis désolée, les moments où on met quand même Leia en image de synthèse. Oui, si, c'est Rogue One. On met quand même les deux mecs qui rencontrent dans la cantina et puis on te les montre bien plusieurs fois pour bien te montrer. Regarde, on sait que tu les as bien aimés. Alors oui, mais voilà, ça c'est des moments précis dans le film qui sont très dérangeants et qui d'ailleurs, moi personnellement, m'ont défoncé ma suspension d'incrédulité. À titre personnel, ça m'a sorti de Rogue One, alors que pourtant je passais un bon moment. Donc oui, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Sur le, comment on appelle ça, le fan service, je crois.
c'est comme C'est ça qu'on ça. appelle ça. C'est-à-dire, tu donnes des éléments qui vont plaire aux fans et qui montrent que oui, regardez, on partage les mêmes mèmes que vous. Non. Rogue One, à mon avis, part d'un autre point. Le mec qui a fait Rogue One ou les mecs qui ont fait Rogue One avaient une idée vraiment derrière de faire une histoire différente dans l'univers de Star Wars. Rogue One, pour moi, c'est le jeu de rôle Star Wars. En fait, c'est des mecs, ils ont vu l'univers de Star Wars, ils se sont dit, on va faire un autre scénar. En plus, ça partage tous les codes du jeu de rôle Star Wars. Enfin, si pour les gens qui ont joué au jeu de rôle Star Wars, c'est la même, c'est une team pareille. Il n'y a pas de Jedi forcément, parce que c'est très rare dans le jeu de rôle Star Wars, les Jedi et compagnie. Donc enfin bref, je disais Jérôme. Ouais. Alors, Je vais en parler pendant des heures. en ce qui concerne les propos des auteurs et autrices de Stranger Things ou Rogue One, je sais pas, moi C'est différent. Pour moi, les deux non, n'ont mais rien à voir. je les connais pas, je sais pas, je vais pas m'avancer sur eux. Par contre, je sais que pour Stranger Things, j'ai vu vraiment une célébration de ces clins d'œil chez les fans. Les fans n'étaient que dans la célébration du clin d'œil, ils n'étaient pas dans le commentaire de texte. Rogue One, j'ai moins vu les gens dire « Ah, vous avez vu la référence à ci, vous avez vu la référence à ça », alors que sur Stranger Things, c'était beaucoup ça. Les articles, le top 10 des références que vous avez peut-être loupées dans Stranger Things, etc. Et c'était très partagé avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça m'a fait beaucoup penser à des choses qu'on voit pas mal circuler sur Facebook, genre si vous regardez les 22 choses qui vous montreront que vous êtes né dans les années 81, ou ces petites choses-là absolument immondes, là, 22 trucs qui vont faire que, ouais, vous savez que vous venez de par là, les trucs de BuzzFeed, là. On peut aussi parler des Potterheads, hein. Parce que les fans d'Harry Potter... Mais est-ce que c'est pas aussi pour flatter vulgairement, je dirais, le besoin de reconnaissance et d'appartenance. C'est-à-dire, dans les groupes dont tu parles, il y a aussi fréquemment tu sais que tu es de telle ville, si, et tu vois, et tu as la même liste. Et je trouve que, en fait, oui, c'est une manière facile, en fait, de dire, t'appartiens à mon groupe, ou on appartient au même groupe. Et ça, c'est lié quand même avec, pour moi, une chose qui est l'amitié sur Facebook. C'est quelque chose que j'arrive pas à saisir, quoi. Les gens que tu rencontres sur Facebook, je pense que tu peux rencontrer des gens que tu apprécies et que tu vas rencontrer dans la vraie vie, avec qui tu vas très bien t'entendre. Mais considérer quelqu'un que tu n'as jamais rencontré comme un ami, ça me paraît... ça me fait même peur, quoi. Et je pense qu'on est un peu dans le même registre. Mais quand tu parles justement de cette nostalgie, la nostalgie peut être utilisée comme un produit, elle peut être industrialisée, et je pense que c'est un produit qui paie réellement, ça fonctionne, le marketing de la nostalgie. Mais je pense que la nostalgie, c'est aussi de très bonnes choses. Ah oui. Et c'est aussi... Ça peut faire l'objet de poésie, en fait, c'est ce que tu disais avec Baudelaire tout à l'heure. C'est ça, et c'est aussi... oui, quand je repense à ma première petite copine, ça me fait quelque chose. Justement, la nostalgie, moi, ce qui me dérange actuellement, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est utilisée que comme produit. Et la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast, c'est pour vous demander, pour vous, alors après cette grosse introduction, comment peut-on faire pour utiliser la nostalgie pour faire de la création ? Et quelles sont les choses que vous avez vues, notamment dans le jeu de rôle ? Moi, je vois des choses qui me semblent utiliser des fibres nostalgiques, mais qui me semblent amener aussi de nouvelles créations. Moi, je pense tout de suite au old school Renaissance, en fait. Hein. Ouais, notamment, ouais. Qui est voilà, quoi, qui est cette volonté de retrouver... mais je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'élan créatif, quoi ? Oui, si, quand même, parce que les types se prennent la tête pour... Ouais, moi, je vais rien dire là-dessus. Parce que dans le jeu de rôle, moi, ce que j'ai pu voir, c'est dans ce principe de la nostalgie, moi, je le retrouve énormément. Alors, j'avais lu des choses qui disaient sur cette nostalgie actuellement, c'était pour... quand on a l'impression d'avoir été laissé sur la route pour la transition numérique, et j'avais un peu cette impression-là pour le gameplay. Quand on a un peu l'impression d'avoir été laissé sur le bord de la route dans les évolutions de gameplay, c'est facile, en fait, de retourner à un gameplay qu'on connaît plutôt que de se faire chier à en lire un nouveau. Alors, attends. Traduction en des mots simples. Les gens qui ont raté les grandes évolutions de game design de ces dernières années iraient sur des choses qu'ils faisaient quand ils étaient petits pour justement ne pas se sentir nuls. C'est-à-dire, tu expliques en fait les comportements un peu conservateurs qu'on a dans le milieu du jeu de rôle. Je pense pas que c'est simplement pour pas se sentir nul. Je pense aussi qu'il y a un peu de paresse. Hein.
Et moi, ce que je pense, c'est qu'on peut reprendre ces idées de gameplay, etc., de ces anciennes idées, pour en faire de nouvelles choses. Mais pas uniquement en changeant une seule partie. Je pense qu'il y a des choses qui apparaissent actuellement qui sont assez intéressantes, où on reprend des idées d'anciens gameplay, mais en les retransformant pour essayer d'en recréer de nouvelles. Tu penses par exemple aux jeux, par exemple dans le milieu du jeu vidéo, les petits jeux indépendants qui reprennent des designs 8 bits et ou de la musique rétro, genre à façon NES, quoi, MIDI façon NES. Et voilà. Et là, il y a quelque chose. Mais et même dans le minimalisme actuellement dans le jeu de rôle, où on peut retrouver certaines choses comme ça, où on essaye de retrouver juste quelque chose qui nous plaisait dans un ancien jeu et qu'on en fait juste petit jeu pour... Le minimalisme, c'est quelque chose de très récent. Enfin, c'est récent à l'aune du jeu de rôle, j'entends. Pareil, sur les gens qui reprennent de Cthulhu ce qui leur plaisait, je pense notamment à Christophe Buckley qui a fait Innommable pour reprendre uniquement la perte de San. C'est encore différent, ça, Flavie. Mais du coup, c'est quand même dans le principe, c'est reprendre quelque chose qui t'a poussé dans tes premières sensibilités à aimer quelque chose, mais pour recréer quelque chose de nouveau. Et là, du coup, on dépasse la nostalgie pour avoir de la création. Mais est-ce que dans toute œuvre, et je parle bien d'œuvre, pas de produit, il n'y a pas une part nostalgique? Mais si, en fait, voilà, c'est exactement ça. Parce qu'on crée jamais ex nihilo. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le sentiment, la nostalgie et ce sentiment qui fait vendre, etc. et compagnie, et s'inspirer des choses du passé pour créer des choses nouvelles. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans un cas, effectivement, tu flattes une classe donnée. Tu dis, par exemple, c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, que c'est les gens aiment la connivence, ils aiment à se retrouver entre eux. Et dans un cas, tu vends un produit pour que les gens, justement, puissent se flatter eux-mêmes. Et comme tu le disais tout à l'heure, Flavie, le narcissisme. Ça, c'est la nostalgie produit et compagnie, qui peut avoir de bons effets quand même, parce qu'elle permet de souder des communautés qui, ensemble, je te jure, à travers leurs discussions et leurs débats, c'est un peu ce que montre d'ailleurs Big Bang Theory, la série. C'est qu'à travers en fait les débats des geeks autour des séries, il y a aussi beaucoup de créativité. Les mecs sont hyper créatifs. Ils imaginent par exemple des mondes alternatifs dans lesquels Spock mourrait à tel épisode. Ils vont faire en fait, ils sont très très créatifs dans un certain... Quelque part, le jeu de rôle, c'est né de ça. S'il n'y avait pas eu, c'est ce que dit un peu Roger Caïra. Comment s'appelle-t-il ? Olivier Caïra, merci Jérôme. C'est un peu ce qu'il dit. Quand il dit que pour faire du jeu de rôle, il faut d'abord se constituer en communauté partageant des mêmes communs. Hein, si par exemple, on peut pas faire un jeu de rôle Star Wars ensemble si on n'a pas tous vu les films, tu vois. J'exagère à peine en disant ça. Donc, bah oui. Donc du coup, là, ouais, ça c'est différent. Donc la nostalgie peut aussi, enfin je veux dire, le produit nostalgique peut aussi amener à des choses créatives. Mais là, on quitte le champ de la critique du produit nostalgique pour rentrer dans un autre domaine qui est comment on s'inspire du passé. Comment le passé construit l'avenir. C'est un peu démagogique de le dire comme ça, mais c'est ça. C'est comment est-ce qu'avec les briques du passé, on fait du nouveau. Et là, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. C'était celui vers lequel je voulais arriver. C'était celui vers lequel tu voulais arriver. Mais est-ce qu'il y a vraiment un débat ? Parce que, non, c'est pas un débat, une réflexion. Je suis pas voilà, forcément la réflexion, oui, ça je comprends. Mais parce qu'un débat, je vois bien où elle veut en venir. Là où elle veut en venir, Flavie, c'est que c'est parce que je la connais. Non mais une chose est justement d'utiliser des briques du passé pour construire l'avenir. Une autre est d'utiliser des briques du passé pour célébrer. Pour célébrer la nostalgie du passé. Et le problème, c'est que dans un cas, on a l'œil tourné vers l'avenir et donc vers des idées progressistes et compagnie. Puis après, elle fait son glissement politique où elle dit bah oui, les créatifs qui sont tournés vers l'avenir sont forcément progressistes. Tu peux pas être un artiste contemporain qui veut dépasser les cadres si t'es pas un progressiste. Hein. Et inversement, le fan le classicisme absolu, lui, il va être plutôt conservateur. Tout ça est lié évidemment. Donc c'est ça. Et jusqu'où est-ce qu'on est, ce que Flavie nous interroge à faire, je pense, c'est tracer la limite entre l'œuvre qui est justement tournée vers l'avenir et qui se sert du passé et le produit qui de l'ordre de la nostalgie et compagnie. Et alors là, est-ce que vous avez des idées pour distinguer l'une et l'autre ? J'ai l'impression que c'est du marketing en fait. Mais c'est purement ça. Enfin, c'est que ça et c'est ce qui fait vendre. Regarde par exemple, un cas limite, Prometheus. Le cas Prometheus est très intéressant.
Très, Parce très que la intéressant. façon dont on vend la chose n'est pas forcément la façon dont elle a été construite. Exactement. Prometheus, c'est un film passionnant de ce côté-là. Et vraiment, là, on est au cœur. Avec Prometheus, je pense qu'on est au cœur. C'est typiquement l'objet limite qui va nous permettre d'avoir ce débat. Parce que c'est quand même un film nouveau, Prometheus. Les propos soutenus dans le film, mais que tu sais mieux que moi, Parce d'ailleurs, que Flavie. pour le coup, alors pour Ah ouais, la on petite peut peut-être histoire, raconter C'est notre la anecdote à ce scientologie, moi sujet. quand je quand suis même. allée voir ce film, j'avais pas vu les bandes annonces, donc je savais pas ce que j'allais voir. Donc moi, pendant tout le film, j'ai vu un film de science-fiction qui interrogeait sur les relations parents-enfants. Et à la fin, il y a eu un alien, et j'ai fait « What ? Pourquoi il y a un alien dans le film ?» Alors que moi, j'avais vu... Et en fait, Rome, quand je lui ai montré, moi du coup, j'ai passé un super moment à part le moment de l'alien, parce que j'ai vu vraiment un film qui traitait de la relation parent-enfant d'une façon absolument incroyable. Et je montre le film à Rome en disant, tu vois, je vais te montrer un film, c'est trop bien. Et pendant tout le film, Rome se fait chier. Ah ouais, grave. Et à la fin, il me dit, bah non, mais c'est pas un alien. Moi, non, parce que moi, c'est pas on un avait alien. vendu le film comme un préquel Alien. Pareil. On a dit, tu vas Comme comprendre. tout le monde. Oui, mais voilà. Et là, on a affaire à du marketing. Donc, on voit bien que le marketing a axé son travail sur la notion de nostalgie. On a dit aux gens, bah voilà, vous allez voir un préquel à Alien, votre série favorite, ce que vous avez adoré en 1979. Et puis, en fait... D'ailleurs, je pense que la déception vis-à-vis du film est pas étrangère au fait qu'on nous ressorte un Alien bientôt, là. Ouais. Mais est-ce qu'on peut parler de marketing pour une œuvre ? Alors, justement... La façon Justement. dont elle est... Est-ce que là, c'est un truc dont parle le Fossoyeur de film actuellement, quand il a fait tout un truc sur Suicide Squad que j'ai trouvé intéressante, qui du coup explique que normalement la création et ensuite comment on vend le film, c'est séparé. Mais qu'actuellement, c'est de plus en plus relié l'un à l'autre et qui fait que ce qui devrait à la base être une création dérive vers le produit. Et qui fait que du coup, on assèche Mais oui. le propos des films Mais oui. et que les gens, quand ils vont les voir, ce qui devait être une œuvre chouette est juste là pour ponctuer de plein de morceaux que les producteurs disaient il faut mettre ça parce que la personne sera contente. Et du coup, on a des œuvres de moins en moins bonnes. T'es en train de faire le lien avec la conversation qu'on avait hier soir. C'est génial. C'est-à-dire, en fait, nous, hier soir, Flavie, tu n'étais pas là, tu es parti te coucher. Avec Vincent et Jérôme, on avait une discussion sur Vademecum et sur la sortie du jeu. Et Jérôme et Vincent, un petit peu, je crois surtout Vincent, en petit diable, C'est me moi le disait non, troll. mais il faut que tu fasses un crowdfunding pour ce jeu. Je veux dire, t'as des cartes, t'as un plateau, t'as tout ce qu'il faut pour faire un crowdfunding. Tu vas faire des paliers, machin truc, etc. Et donc, Ah on oui, avait mais une qu'est-ce question. qui se passe s'il n'atteint pas le palier pour les cartes Alors attends. On va pas rentrer dans les détails de tous les arguments, on en a pour 4h30. Non, le vrai truc, c'est que on arrive à ce point où les moyens pour réaliser quelque chose sont la fin de cette chose. Si tu commences à mettre dans la boucle créative des moyens comme le crowdfunding et compagnie, ça va au final orienter un certain type de public et faire de ton travail... Enfin, comment dire, apporter des jugements sur ton travail par ce type de public-là. Et donc, moi, je pense que les moyens sont la fin. Et que quand on a vendu, en fait, Prometheus, c'est peut-être une œuvre géniale. L'auteur, les relations parents-enfants et tout ça, peut-être que le réalisateur, les scénaristes et tous les gens qui ont travaillé sur ce film sont des génies qui voulaient défendre ce propos. Mais comme ils se sont laissés embarquer dans du marketing autour d'un préquel à Alien, eh bien, ils sont responsables de l'échec de leur œuvre. Ils n'avaient pas... si vraiment ils voulaient faire l'œuvre dont tu parles, ils n'avaient pas à vendre leur cul à Universal. Ils avaient qu'à faire autre chose. Et donc, à un moment donné, si tu veux vendre une œuvre à tout prix et que tu es prêt, du coup, à aller la vendre à tout vent, à tout crin, à faire du commerce avec et à faire du marketing, eh ben, il faut pas t'étonner que ce soit un bide. Parce que les moyens pour vendre ton œuvre sont la fin de l'œuvre. Il faut que tout soit cohérent. Tout. Absolument tout. Si je fais un crowdfunding pour Vademecum alors que je prétends faire un truc, une œuvre ou je sais pas quoi, et pas un produit, eh bien je vais me planter. Je vais me planter. Et parce pour que le la marketing, c'est un outil de pour produit, pas un outil d'œuvre. l'histoire de Rogue One, ce qui m'a dérangé, c'est que moi j'ai reconnu toutes les influences de western qu'il a mis dedans, le réalisateur, qu'il revendique d'ailleurs. Mais sauf que c'est pas un western. Et quand on lui a posé la question, elle a dit bah ouais, mais je voulais faire ce film-là, mais en fait on me l'a proposé dans l'univers de Star Wars. Du coup, j'ai transformé pour que ça corresponde à l'univers de Star Wars. Oh. Ce qui m'explique pourquoi j'ai détesté ce film au final. Rogue One, tu l'as détesté vraiment. Putain, j'ai vraiment. Le réal a Et- vraiment dit ça. Oui, et moi le problème c'est que je voyais tout. Enfin, il y a du plan par plan pris de certains films que je connais. Plan par plan. Donc Ouais. quand tu Ah, connais la d'accord. réalisation, bah je suis désolée, moi ça me sortait de l'immersion. T'es là, ah bah ça vient de tel film, ça vient de tel film. Ah dis donc, Ouais. le pont de la rivière Kwai. Ouais. C'est La insupportable chute de quand tu Faucon connais Noir. ça. Mais
Alors moi déjà, je rappelle à toutes fins utiles que je suis commercial, donc le marketing, forcément, c'est un peu ma vie et c'est pas forcément un gros mot pour moi. Ah, mais pour nous Non, 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 plus. non, mais Mais- pour nous non plus. En Pour fait, vendre des produits, le marketing, c'est génial. mais en fait, voilà, c'est Mais- ça. C'est que quand tu dis que le moyen est la fin, et EST, hein, Ouais, bien sûr. moi, ça me heurte de par mon métier, où moi, je ne raisonne pas une œuvre, moi, je raisonne qu'à un produit, Ouais. quoi que ce soit. Mhm. Et un produit peut être bon ou mauvais, peut être nocif ou positif, mais une œuvre ne peut pas être un produit. Une œuvre ne peut pas être marketée. Mhm. Sinon, ça n'est plus une œuvre, Et- c'est un produit. Ah bah alors, dans ce cas-là, tu vois, on est bien d'accord. Donc, pour Vademecum, vu que j'ai envie que ce soit une œuvre et pas un produit, vu que je le vends pas pour faire plaisir à des gens, mais pour me faire plaisir à moi, je ne peux pas utiliser le crowdfunding Mais on est sans 100% renier. d'accord. D'accord, ok. Non, parce que Mais hier, on c'était avait drôle le débat. de quand te même. troller alors que tu Ouais, voulais aller te d'accord, coucher ok. parce que t'étais crevé. C'est de ma gueule. C'est foutu de ma gueule. quoi. Ok. Bah au moins c'est enregistré dans les micros. Tout le monde sait maintenant que tu te fous de ma gueule. Donc voilà, j'ai raison, t'as tort. Tout le monde le sait. Ah mais je le confirme là. Sur le coup, Non. en Non, mais parlant en fait, d'œuvre, tout tu ne dépend peux de ce pas que faire tu de veux marketing. faire. Voilà. Tout dépend de ce que Mais- tu veux faire. Mais ce que j'essaye de dire derrière, c'est que moi, ça me gêne pas qu'on essaye de me vendre un produit sur la nostalgie. Les idées qu'il y a derrière, effectivement, peut-être que j'en ai pas conscience et qu'elles sont beaucoup plus problématiques. Là, peut-être que tu as raison. Mais ça me gêne absolument pas. Par contre, la seule chose qui me gêne, et on en revient toujours au même débat, c'est qu'on essaye de faire passer un produit pour une œuvre. Ouais. Et ça, par contre, aujourd'hui, c'est quasi systématique. Aujourd'hui, quand on écoute les arguments marketing, il n'y a plus de produits, il n'y a que des œuvres. Hum. Alors qu'une œuvre, non, c'est pas un produit, quoi. Ouais. Et enfin, une œuvre ne peut pas être vendue, ne peut pas être marketée, voilà. On peut pas définir un business plan pour une œuvre, c'est pas possible. Non. Pas possible. Par contre, pour un produit, c'est fait tous les jours et sans aucun problème. C'est ça. Après, tu as toujours la limite. Jusqu'où mais là, on est en train de faire le podcast sur l'œuvre Non, et et le puis produit. du coup, Mais- moi, pour accorder ça à la nostalgie, quand j'y ai réfléchi, du coup, ce que je me disais, c'est que la nostalgie n'était ni bonne ni mauvaise, c'est juste la façon de l'utiliser actuellement qui me dérange. C'est ça. Et je pense que, enfin, quand j'ai fait du coup mes recherches, parce que je voulais savoir quel était l'inverse de la nostalgie, à chaque fois j'ai trouvé que le contraire de la nostalgie c'était la gaieté. Et je pense que là aussi on a quelque chose, c'est-à-dire qu'à force d'avoir que de la nostalgie, on est mis dans un système de pensée qui fait qu'on va Non, aller mais- toujours vers de la nostalgie. Non, mais regardez. Alors, pour aller dans ton sens et pour aller vers le glissement politique, on vient d'avoir récemment des élections présidentielles. Regardez en France les statistiques et les données des instituts de sondage sur le vote Front National et le vote Mélenchon ou le vote Macron. Clairement, les gens qui votent, quand on interroge les gens sur leur état de santé sentimentale, les gens qui votent Marine Le Pen sont pessimistes, voient la vie en noir. J'exagère à gros traits les chiffres que j'ai lus, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a vraiment un glissement, je veux dire, entre les choix qu'on fait du point de vue politique pour un État, pour une nation, et son état d'esprit personnel et ses sentiments personnels. Les oubliés de la mondialisation, les déclassés, votent pour Marine Le Pen. Et ce sont des Soyons sentiments. clairs, je suis pas en train de dire qu'on vit dans un monde idyllique. Je suis juste en train de dire qu'à force d'appuyer inversement. que sur un certain type de corde sensible, on finit par glisser vers une société extrêmement triste, Oui. qui du coup Oui, je suis explique d'accord avec aussi pourquoi on vote pour Trump, pourquoi il y a Ouais. pourquoi il y a des choses comme ça, c'est nauséabond qui commencent à apparaître. Oui, je suis d'accord. Moi, je vois tout à fait le glissement. Enfin, je l'appelle un glissement parce que j'ai pas vraiment de. Ouais, ok, moi je suis totalement convaincu. Là, j'ai même presque quasiment des exemples en tête. Quoi. Je vais citer personne, mais De personnes, Ouais. ouais, ou d'œuvres en général. Des œuvres qui, créées sur le fond de nostalgie, finalement vendent du colonialisme. Non, ou même te du mettre dans racisme, l'idée de penser toujours à ce que c'était de l'ancienne le Europe. monde avant, Voilà. l'ancien monde. Oui, mais tu voilà, vois, c'est ça. des Et gens c'est qui pas forcément ils vont pas fait pour forcément ça. dire c'était mieux avant, mais ils vont pas le dire, mais ils vont agir comme s'ils le pensaient très très fort. Ils vont ça c'est que du Star Wars, du machin, des trucs qu'ils ont déjà vus et revus et revus, notamment quand ils étaient jeunes ou ados ou voire enfants. Et Et à force de retourner là-dedans et de se dire ça, bah à l'époque moi je voyais des trucs que j'aimais bien et je retourne dedans et mais je vois
plus ou moins les mêmes profils dire maintenant tout est pourri. Après, la question, c'est l'œuf ou la poule. Hein, qu'est-ce qui vient avant ? Est-ce que c'est parce que l'Europe, aujourd'hui, la grande, ce qui était pour ces gens-là, la grande Europe colonialiste, ultra riche, etc., est aujourd'hui en train d'être déclassée du point de vue des échanges mondiaux et compagnie ? Est-ce que c'est ça qui fait que, du coup, on consomme nostalgique ? Est-ce parce qu'on perd du rayonnement et donc, du coup, on a envie de retrouver le rayonnement d'antan ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des œuvres ? Est-ce que c'est parce que culturellement, on est... Et là, je veux dire, est-ce que le sentiment est premier ou le constat politique premier ? Qu'est-ce qui fait l'un ou l'autre ? Est-ce que quelque part, le libéralisme, la façon dont le système mondial est organisé, n'a pas aussi créé ce sentiment ? Parce que je veux dire, à partir du moment où ton système économique se base sur la destruction des richesses, l'obsolescence programmée, et donc, au final, je veux dire, la destruction de la planète, bah oui, t'as plutôt envie d'aller te réfugier dans les 30 Glorieuses que de te projeter dans le futur post-apocalyptique qui est promis. Donc, je veux dire, là, t'as un sujet d'analyse, un champ de questionnement qui est infini, Flavie. Mais du coup, moi, je ne symptôme veux même plus savoir qui a été en premier. Là, je lance un appel. Oui, d'accord. Stop. Enfin, on va se retrouver face à un mur. Donc... Les créatifs parlent aux créatifs. Non, mais même à tout le monde. Je veux dire, essayez. On a du. Oui, c'est ça. On a plein de films. En fait, j'entends partout les dessins animés qu'on regardait quand on était enfant, ils étaient quand même différents. En fait, non, il y a plein de choses nouvelles qui apparaissent toujours. C'est juste que avec Internet, on est toujours amené à être redirigé vers des choses qu'on connaît, des choses qui nous parlent. C'est avec les algorithmes, les fameuses bulles. Les algorithmes. On est dans des bulles qui font que du coup on a l'impression que ça tourne en boucle, mais c'est faux. C'est faux, en fait, il y a de nouvelles choses qui sont créées. Sortez de cette bulle, éteignez votre PC ou alors arrangez-vous pour annuler les algorithmes, en fait. Ouais. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment aller vers des choses différentes. Alors, des choses différentes, des fois, ça peut ne pas nous faire plaisir. Ouais. On peut aller vers des gens qui ont des idées qui sont complètement différentes des nôtres. Oui, mais c'est aussi en faisant ce genre de choses que du coup, on peut être amené à réfléchir. C'est comme ça que je suis devenu féministe. Non, mais c'est oui, d'accord. Profème, si on préfère. Mais... Là, en vérité, il y a des dire. choses qui se passent autour de nous qui sont neuves et on ne les voit plus. Et ça nous amène à penser que ça y est, on ne peut rien faire, on va tous mourir. C'est le monde c'était mieux avant. On peut rien faire contre la couche d'ozone, on peut rien faire contre tout ça. Ouais. Si, on peut, mais il va falloir sortir les doigts. Mais tu sais, je pense que là, tu t'adresses aux auditeurs de la cellule et que ces gens-là sont convaincus par ton discours. C'est-à-dire que c'est comme si l'appel du général de Gaulle n'avait été entendu que par des gens qui étaient déjà convaincus par la résistance. Je veux dire, parce que en fait, là, ce que tu appelles, c'est à la résistance, en fait. Tu appelles à la résistance contre les forces conservatrices dans le monde. Tu as conscience que là, tu es carrément... Enfin voilà, à travers l'art, à travers la vidéo d'Usul sur Mélenchon à la fin de la campagne. Où il dit, voilà, malgré la défaite de Mélenchon, il y a dans le pays quelque chose qui s'est réveillé. Je vais traiter de gauchiste dans les commentaires. Et voilà, on est dans Star Wars 7, quelque chose s'est réveillé, tu vois. C'est bon. Et non, mais c'est bien. Non, mais c'est pas du gauchisme. Hein. C'est pas du gauchisme que tu es en train de faire là. Justement, on a trop souvent tendance à confondre la gauche avec le progressisme ou avec la révolution ou avec ce genre de choses. C'est pas forcément du tout. Il y a une gauche étatiste qui est très finalement conservatrice de l'État-providence est-elle de gauche et qui n'est pas anarchiste, quoi. Je veux dire, c'est ça. Romaric, est-elle de gauche réellement ? Réellement, oui, parce qu'elle croit en la nécessité de l'État. Et c'est la dernière chose qui fait. Si tu lui vires ça, elle est anarchiste, libertaire. Mais le fait qu'elle croit fondamentalement, le Flavie croit vraiment en la nécessité d'un État pour gérer les relations problématiques des individus problématiques. Réponds pas à mon troll, c'est bon. Non, mais si, c'est intéressant, moi je trouve. Il faut tout dire. Moi je ne dis rien. Faut tout dire. Mais en tout cas, voilà, là ce que tu dis, c'est. Et donc, juste pour en finir avec Usul, c'est qu'à la fin, la conclusion, c'est. Il dit voilà, regardez les gens qui ont été atteints. Ces gens-là font partie, en fait, sont l'avenir. Hein, et la conclusion d'Usul, c'est de parler des créatifs culturels, en fait, de ceux qui créent la culture dans le pays. Les gens qui sont sur Internet, les youtubeurs. En gros, il parle de lui-même aussi. Et donc, indirectement, il dit ces gens-là ont une autre manière de penser l'organisation sociale. Ça semble te choquer. Je réfléchis à ce que tu dis. Et le fait que ce soit ces gens-là qui aient été touchés, c'est qu'on a déjà gagné. Finalement, ce que dit Usul, c'est vous inquiétez pas, on a perdu les élections, on a perdu la bataille, mais la guerre est gagnée. Parce que les couches sociales qui ont été atteintes par les messages, par la réforme, c'était l'investissement politique, c'est-à-dire le vrai coup de force des insoumis,
de Podemos et de tous ces pouvoirs. C'est finalement le slogan de Mélenchon, le premier, prendre le pouvoir. Comprendre que la politique ne se fait pas sur moi, Jean-Luc aussi. Ne se fait pas à un niveau politicienne, mais à un niveau personnel. C'est-à-dire que chacun fait de la politique à son niveau, dans ses réseaux et compagnie. Et c'est ça et donc du coup que en fait la politique c'est pas difficile. Hein, il suffit juste d'en faire. C'est tout. Tout le monde peut en faire. Et c'est ça le truc. Et là on est en train de faire la même chose en appelant à l'anti-nostalgie. T'es en train de dire tournez-vous vers l'avenir. Je suis pas forcément anti-nostalgique, je dis juste réfléchissez. Quand vous voyez ces œuvres ou ces produits, réfléchissez. C'est comme pour les déterminismes. Tu t'adresses aux auditeurs de la cellule. À tout le monde. Non, mais je te le dis, tu es dans les micros de la cellule. Le problème, c'est comment tu vas les réveiller. C'est ça la vraie question. Comment tu vas aller porter ce message au-delà des auditeurs de la cellule. Ceci dit, je suis en train de prendre conscience de ce que dit Fly. Et j'en avais pas conscience. Alors que tu es un auditeur de la cellule. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Juste voilà, quand on regarde quelque chose, réfléchissez à ce que ça vous fait. Raison, en fait, ouais. Et du coup, après, posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez vraiment aimé ce truc. Déjà, ça vous fera prendre du recul. Et puis, moi, quand je regarde ces genres de choses, après, je me sens toujours pas forcément très, très bien. Pourquoi est-ce que vous vous sentez un petit peu dans une bulle un peu triste ? Essayez d'aller de l'avant, en fait. Ne restez pas que là-dedans, essayez d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller vers les musées, allez vers les musées. Faites des choses nouvelles parce que ça vous donnera de nouvelles idées. Je ne dis pas qu'il faut brûler ce qu'on a aimé, loin de là. Je dis juste qu'il faut le mélanger à de nouvelles choses pour pouvoir avancer. Surtout que c'est ça qui va donner la valeur positive, là j'entends, à la nostalgie. C'est que si, effectivement, j'aime bien regarder de temps en temps un dessin animé que je voyais dans le Club Dorothée, c'est parce que c'est quelque chose de rare. Si je regarde tout le temps les dessins animés que je regardais dans le Club Dorothée, ils n'ont plus aucune valeur et il n'y a plus de nostalgie d'ailleurs. Par exemple, là, ils ont fait une suite au Cité d'Or. Moi, je suis contente. Parce qu'en fait, moi, j'en avais ras-le-bol de voir les gens qui disent « Ah mais non, mais moi, je suis contente de regarder les Cités d'Or et tout. » Là, non, ils font une suite. C'est-à-dire, c'est des nouveaux épisodes, ça va pas être uniquement de la nostalgie, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, je les ai pas vus, je peux pas dire. Hein. Mais je pense que ça amène de nouvelles créations et peut-être les enfants qui verront ça, du coup, auront envie de faire autre chose ou de parler d'autre chose. Mais la limite est tellement ténue entre le discours « faites des choses nouvelles » et « apprenez du passé ». C'est ça le problème. La question, en fait, elle est reliée à une seule chose. Réfléchir quand on fait la chose. Prendre du recul. La vraie question, c'est quand on fait ça, pourquoi on le fait ? Voilà, ouais. Est-ce que vous êtes dupe de vos déterminismes et de ce qui vous amène à aimer ou ne pas aimer, à vous trouver dans une zone de confort ou d'inconfort ? Êtes-vous dupe de ce qui vous, guide à ce moment-là ? C'est ce qui fera que ce qu'on créera après aura une valeur nostalgique faible ou une valeur nostalgique mélangée à du futur. Ouais. C'est la différence entre le remake qui est juste une réédition et le remake qui transforme. Qui peut amener de nouvelles créations. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant du coup, là tu m'as convaincu Vincent quand tu as dit moi je suis auditeur de la cellule et c'est vrai que c'est pas en fait moi ce que j'avais pas fait en tout cas ce que m'apprend le propos de Fly là ce soir, c'est que j'avais pas fait le lien entre le glissement culturel et le glissement politique. C'est ça que j'avais pas vu. Alors qu'en fait il est maintenant c'est ce que je dis. Ouais, il est évident quoi. Il est évident, c'est clair. Moi quand même, j'ai juste précisé ça, mais moi j'ai quand même un peu de mal j'ai l'impression que les remakes participent quand même un peu de tout ça et qu'il y a moyen de se passer de la forme du remake. Quand Togashi a voulu faire un hommage à Dragon Ball Z, il a fait Hunter x Hunter. Quand Oda a voulu faire un hommage à Dragon Ball tout court, il a fait One Piece. Ouais. Et d'ailleurs, petit instant pub, si vous avez aimé Naruto, je vous conseille My Hero Academia. Il y a que 13 épisodes par saison, c'est du lourd. Ouais, tu vois, là je prenais l'exemple de Mad Max parce qu'en fait je me demande si le dernier Mad Max est vraiment un Mad Max. Mad Max n'est pas le héros. L'héroïne c'est Charlize Theron, soyons clairs. Ouais, mais... le dernier Mad Max pour moi c'est pas un Mad Max, c'est un post-apo. Ouais d'accord, mais il a été vendu comme un Mad Max. Et donc c'en est un. Non mais je pense qu'en fait ce que Fly veut dire c'est qu'elle différencie l'œuvre du dernier Mad Max et le produit du dernier Mad Max. Et c'est ça qui te dérange. En fait, voilà, j'arrivais pas. Tu m'as demandé si je voulais dire un truc. Vincent, il a un truc là. J'arrivais pas. C'est que aujourd'hui, à une époque, il y avait des œuvres et il y avait des produits. Ouais. Aujourd'hui, on cherche à... Attention, c'est toujours des curseurs. Hein. C'est pas si simple. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais
c'était beaucoup plus différencié qu'aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on cherche à tout vendre, voire à tout survendre. Ah oui, ça c'est vrai. Quelqu'un Ça, c'est qui va vrai. créer une œuvre, on va chercher à lui imposer de le transformer en produit. Parce que c'est difficilement compréhensible pour la majorité des gens que tu t'embêtes à créer une œuvre et que tu cherches pas à devenir milliardaire en ayant créé cette œuvre. Parce que les gens ne font pas la différence entre une œuvre et un produit. Et si tu as créé une œuvre, tu dois devenir riche de ça, mais devenir riche monétairement, vraiment, financièrement. Donc le fait même, par exemple, de vendre un jeu de rôle, c'est déjà quand même s'orienter vers le produit dans la mesure où tu en fais un objet solvable, avec une valeur marchande, et donc, etc., etc. Non, Donc en fait, Thomas Munier est le seul, par exemple, auteur des anciens ateliers imaginaires, à vraiment être un artiste. non, Tous c'est les pas ce autres que sont je dis. des... Non, Ce moi, que je je suis dis, pas c'est d'accord non plus. c'est au moment du processus créatif. Ah, si, c'est intéressant. Si je tu trouve. crées quelque chose pour le vendre, Ouais, c'est si ça. le but premier c'est de le vendre, Voilà. tu es dans un produit. Si tu crées quelque chose sans intention de le vendre, que tu le crées vraiment dans une démarche artistique, tu es dans l'œuvre. Comme tu dis, Ouais. il y a pas, c'est On pas ne tranché, dit c'est des pas- On ne dit curseurs. pas qu'une œuvre ne peut pas être vendue. Une œuvre peut être vendue. C'est juste que, à la base, comment elle a été créée. C'est la discussion qu'on avait hier soir, où tu disais on ne fait rien de bon si on fabrique pour l'argent. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, c'est exactement ton propos en fait. Et le dernier Mad Max, parce que du coup, quand je l'ai vu, je me suis vraiment posé plein de questions aussi, et je me suis pas sentie pareil à la fin du Mad Max qu'à la fin de Stranger Things. À la fin du Mad Max, j'avais des couilles, quoi. Et entre guillemets. Désolé Rome. Non, mais je C'était comprends. une belle soirée. com- Non, mais je comprends parfaitement. j'avais vraiment envie. Il y a une énergie dans ce film, il y a une nouveauté. Ça te donne envie de penser à certaines choses. Ça te donne pas envie juste de tourner en rond sur ton passé, dans ton Ouais. nombril. Ouais, je comprends. Il y a quelque chose qui dépasse en fait. Bon, après, si vous n'allez pas voir Mad Max le dernier, je comprends pas. Mais je suis pas en train de dire que c'est le film de l'année. C'est juste que c'est un exemple de chose qui a été créée en référence à de la nostalgie, mais qui l'a dépassé. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois Mad Max, tu as appris quelque chose, tu t'en ressors, entre guillemets, grandi. Mais Heureux, en fait, peut-être. ouais, plus ouais. avec de Alors que, l'énergie. par exemple, quand tu regardes Stranger Things, ça te fait pas cette La sensation. nostalgie, sur le principe, la mélancolie va de pair avec le fait de broyer du noir, d'être non. tourné. Oui, mais Et non, mais je suis pas en train de dire que c'est forcément mauvais. On peut avoir ça, mais pas forcément en étant dans sa bulle. Juste un truc, et c'est que, en fait, moi, ce que j'ai ressenti à la fin de Stranger Things, c'est ça y est, ils l'ont fait. Souviens-toi, Ben Guérand. Je me souviens d'une scène, juste une anecdote. Benjamin Guérand qui revient des supermarchés en disant ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Alors t'es là, de quoi il parle? J'en ai eu un. Ils l'ont fait, les fous. Et en fait, il avait dans sa poche. C'est marré parce que tu sais de quoi je parle. C'est nous, on s'attendait à un truc Il cataclysmique. avait dans sa poche une sauce, genre mayo, un truc comme ça. Mettez-la sur du pain et tout goûter. Et en fait, c'était la sauce du Big Mac. Et il était là, c'est la sauce du Big Mac. Ils l'ont trouvé, tu vois, genre ils l'ont trouvé, tu vois. Et ben moi, c'est ça la sensation que j'ai quand je regarde Stranger Things. Putain, ils l'ont fait. Ils ont trouvé l'essence des années 80. Tu Ouais, vois ce ils que font je veux une dire saison 2. Ah bah Et voilà, alors, c'est autre chose. eh ben moi justement, ça c'est quelque chose. Je pense que la saison 2, ça va permettre de trancher par rapport à Stranger Things. Moi, je pense Ouais. qu'ils auraient dû arrêter à la fin, là. Tout à fait. ouais. Ils avaient Parce créé que un truc quand tu nickel. dis que ça te met dans un mauvais mood, etc., c'est aussi un peu quand même le propos de la série, qui est quand même assez dark. Enfin, il faut être clair. Et c'est vraiment de Mais l'ultra pareil, dark pour une attends, histoire attends. d'enfant. Le, quoi. le principe de la série, c'est quand même, ils vivaient dans un monde idyllique. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches. Ça me fait largement penser à toutes ces transitions numériques dont je parlais à un moment. Et à cause de la science, tout va péter. Mais il y a différents types de sciences. En quoi le fait de passer aujourd'hui à du numérique est une mauvaise chose? C'est la façon dont on sert de la science qui est mauvaise. Sauf que, voilà, dans Stranger Things, on était vivre dans un monde idyllique, et là, ça y est, il y a un petit complot et avec de la science, et là, tout part en couille. Arrêtons de rechercher, arrêtons la recherche, restons dans notre espace bien joli des années 80 avec Reagan qui est là pour empêcher les méchants arabes de venir chez nous. Oui, mais là, c'est quand même le propos de la série, en fait. Mais justement, C'est-à-dire ça que- m'embête. Ben, ça t'embête, mais de dire que la recherche scientifique est problématique, ça peut être un propos Ça peut être un qui n'est propos. pas négatif. Parce On est que d'accord.
effectivement, parfois, la recherche scientifique peut... Si Quand t'as pris 2 bombes nucléaires sur la gueule, regarde par exemple les mangas, c'est sûr que t'as un point de vue sur la chose qui est un peu différent voilà. que quand c'est toi qui as balancé les bombes. Quand tu vois rien que la religion chrétienne dans les mangas. Voilà, Dans c'est Stranger ça. Things, c'est pas ça. Ça pose pas de question éthique. Ça pose une Stranger question Things. morale. Ah si, Dans ta complètement. conclusion, Oui. ça pose une question morale. Et où Mais tu c'est dis, pas le vraiment la même scientifique, parce que moi, j'ai c'est le réfléchi. scientifique qui est le méchant. Puis il utilise des enfants, putain, il utilise une gamine pour ses Et expériences. il fait c'est semblant pas d'être bien. son papa, c'est affreux. Oh non, c'est horrible, quoi. C'est vraiment non, c'est un sale. Non, mais- Ce type est un salaud. Oui, tu as raison, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose... Est-ce que ce propos cherche à généraliser une vision de la science, ou est-ce que c'est un propos en disant certains Moi, ce qui me scientifiques dérange, peuvent... c'est que ça ne tu vois cherche pas à généraliser un propos de la science, ça cherche à dire, bon, c'est l'impression que j'ai, regardez comme on était mieux avant. Alors que, tu vois, je comprends ça. Et je suis entièrement d'accord. Enfin, on ne peut pas discuter sur le fait qu'il joue sur les codes des années 80. Ça, c'est sûr. Mais quand je regarde Stranger Things, j'ai l'impression de voir un mélange de Stephen King et de E.T. En Mais gros. ça a été fait exprès. Bien sûr. Non, mais c'est un produit. On parle pas d'œuvre, on parle de produit. Par contre, du coup, c'est là où moi je mettrais un bémol quand tu dis que c'est dark. Pour moi, c'est absolument pas dark. C'est le genre de truc que j'aurais pu regarder à 12 ans, moi. Et kiffer à fond et Que trouver ça justement, pas on regardait flippant. à 12 ans. E.T., Oui. tout ça, on le regardait à 12 sûr. ans. Oui. Moi, je regardais. Ouais. Non, malheureusement, j'étais beaucoup plus jeune que ça. Mais moi, je sais que je partage ton sentiment, Fly. À la fin de Stranger Things, j'étais pas trop bien. Je me suis interrogé pourquoi. Je me suis demandé. Enfin, j'étais dans un sentiment plutôt. Tout le long de mon visionnage de la série, j'étais plutôt content. Ouais, moi très, aussi, je très me disais, cocon, c'est très trop confort, chouette, vraiment. ça Et arrive ouais, et tout, cool. ouais. Puis en plus, ça avance. En plus, l'intrigue est pas molle. Parce que c'est nul, il n'y a pas de fin. Et Et à la fin, elle est- non, mais surtout à la fin, je me suis retourné vers la série sur les épisodes que j'avais regardés et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai regardé d'exceptionnel en Ouais. fait? Qu'est-ce que j'ai regardé que qui Qu'est-ce vraiment qui me restera? Moi, c'est souvent la question Voilà. que je me pose. Et c'est pour ça que je dis à Flavie, c'est très difficile de juger un film à sa sortie. Parce que par exemple, Rogue One, moi je sors du film Rogue One, j'ai passé un super moment, je suis super content. Voilà, honnêtement, je dis ouais, c'est bien. C'est pas énorme, mais j'ai passé un super moment, c'est bien, voilà. Il m'en reste rien. Et Mais là, tu je vois, fais, mais non, en fait, c'est une merde. C'est là où il faut C'est sonner une la, merde. la sonnette d'alarme, parce que ce qui nous reste d'un film, c'est généralement ce qui va nous trotter en tête et va nous amener à créer autre chose. Ouais, Et d'accord. c'est là qu'on arrive vers une obsolescence programmée de la culture. À force qu'il ne nous en reste rien, on va être amené à se répéter non-stop. Et là, on va arriver à carrément un obscurantisme culturel. On va se répéter non-stop. 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 Je pense que c'est là-dessus qu'on peut arrêter le podcast. Bon, Mais moi, merci d'avoir voilà, accepté juste de bien pour vouloir Stranger faire Things, ça. parce que moi, j'ai pas envie d'arrêter. Ah, d'accord. Moi, juste pour Stranger Things, moi, je pense que ce qui manquait à cette série pour être géniale, c'est quelque chose, quoi, un twist, un Bon, rebondissement, Un truc bien. Moi, je crois que je Un sais propos. pourquoi vous avez eu ce sentiment. C'est parce que Et- vous n'avez pas acheté le pack DVD Stranger Things. Ah oui, le collector avec voilà. la VO du film. Ouais, mais on peut plus l'acheter, il était que en crowdfunding. Early bid. Ah non. Mais là, par contre, la musique, Non, la attends. musique de Stranger Things, c'était une reprise des C'est- sons des années 80 pour créer quelque chose de Bon. nouveau qui était vraiment cool pour Ouais. l'instant. Je voudrais Pour le juste coup. dire que c'est un podcast sur le jeu de rôle. On n'a pas du tout, ou presque pas, parlé de jeu de rôle dans ce podcast. Et voilà, moi, je ne peux pas le conclure sans. Ouais, je parlais impose-toi, tout à l'heure Fly, je parlais tout à l'heure du gameplay des jeux. Oui, mais t'as dit des trucs de ouf. À un moment donné, t'as balancé plein de trucs, des roquettes. Moi, j'ai noté plein de trucs. Hein. J'ai plein de trucs à te dire là. Quand t'as dit oui, les oubliés de la, parce qu'en gros, tu nous as refait le truc des oubliés de la mondialisation tout à l'heure indirectement avec les oubliés du game design. Ouais, c'est Tu ça. nous as rejoué la partition. Il y a des gens qui sont passés à côté des révolutions game design de ces dernières années et donc qui Ah, du quand coup je dis jouent ça, à quand je des dis ça, bons j'avoue- vieux Ils sont dans jeux des de rôle à campagnes papa. enclavées, ils sont J'ai Ils sont dans des quelqu'un- campagnes. Quand je dis ça, j'ai quelqu'un en tête. Hein. Alors, J'ai Croc en tête quand il. si t'avais Croc en tête, elle exploserait parce que. Quand je l'entends dire Ça, c'est les gros. centaurettes, Ça, c'était les bas, ça. narrativismes, il branle du manche. Et, Bah, attends, t'as vu les énormités qu'il dit, ce mec? et du coup, quand je pense à ça, je pense à lui. Je suis désolée, Il est Monsieur adorable. Croc, je ne vous ai jamais Il est rencontré. adorable. C'est juste que voilà, quand j'ai pensé à ça, je me disais bah oui, les gens en fait Alors- qui disent ce genre de choses, peut-être que c'est parce que ils ont pas suivi le truc, et C'est ils ont un- l'impression qu'on va les déranger, qu'on va les. C'est un assez mauvais exemple parce que Croc, à son époque, était
ultra révolutionnaire. On parle de son dernier jeu ou non? Non, On va mais éviter, à son hein. époque. C'est-à-dire, aujourd'hui, bien sûr que Croc fait partie des... Enfin, tu vois, quand il ressort du INS et tout ça, bien sûr qu'il vend de la nostalgie et compagnie. Il fait pas ça pour lui, d'ailleurs. Il fait ça pour la boîte d'édition d'un copain. Il fait ça pour faire parler de la boîte d'édition d'un de ses potes. Il le fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas après pourquoi Donc, il le c'est fait. du mais- marketing. Moi, par Mais contre, par sur, contre, quand il sur le crée- côté du game design, Mais oui. en fait, je me suis posé pas À mal de l'époque, questions. il et était je révolutionnaire, relierais ça aux ASMR. Attention. Sur la sensibilité qu'on ressent la première fois qu'on écoute une vidéo d'ASMR, où on a l'impression qu'on se fait carrément prendre. Enfin, pour ceux qui sont réactifs aux ASMR, vidéos d'ASMR, il y a une sorte de douche de picotement, enfin un truc de fou. Et ensuite, on va toujours essayer de retrouver cette sensibilité-là. Mais du coup, cette sensibilité, ça me nuise au fur et à mesure. Il faut faire des pauses ou trouver de nouvelles façons d'avoir ce rush de picotement. Tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est qu'une ASMR? Alors, c'est un peu... C'est c'est une sensation du cerveau. de picotement assez agréable Qui vient- qui va partir du haut du crâne et pour certains cas extrêmement grand, qui peut parcourir tout ton corps. Et Mais qui ce n'est arrive pas à dans quel moment? l'orgasme. Qui arrive, Qui arrive dans plein de dans moments des différents. moments qui sont différents en Genre, fonction par des gens. exemple, quand quelqu'un va te lire une histoire ou quand quelqu'un va y avoir il y a pas mal de gens qui réagissent au bruit de bouche. Ah si, d'accord, ok, je Les vois. voix D'accord, douces. ok, c'est bon. Et en fait, dans le jeu de rôle, la première fois qu'on fait un jeu de rôle et que ça nous plaît, on a notre sensibilité est heurtée, hein, vraiment très fortement. On a quelque chose qui nous interpelle. Et quelque part, on va essayer toujours de retrouver cette sensation-là dans le game design, dans des choses pour essayer de retrouver cette sensation. Et c'est difficile de se dire, je pourrais avoir une sensation aussi forte en allant vers autre chose. Attends. Ah là là, il y a tout- Moi, je suis pas d'accord là. Alors, moi, franchement, j'aime beaucoup les nouveautés, mais j'adore aussi le old school. Oui, mais Moi- je parle des gens qui refusent d'aller voir les nouveautés et qui restent uniquement dans ce côté Mais est-ce nostalgique. que tu crois du qu'il y en a gameplay. vraiment beaucoup? Alors, chez les rôlistes, je sais que c'est la population visible, une majorité de la population visible, mais malgré tout, tu peux amener petit à petit les gens. Alors moi, je suis pas là pour dire s'il y en a beaucoup ou pas. Je suis là juste pour dire que les plus grosses ventes actuellement en jeu de rôle sont des jeux de rôle où le game design ressemble énormément au game design qui se faisait voir est quasiment le même C'est vrai. que celui qui se faisait avant. Avec C'est des paniers à plus de 100 €. Voilà, c'est quand même. Il y a des gens qui sont capables de mettre plus de 100 € dans des jeux comme ça et qui ne vont pas mettre 10 € dans un petit jeu novateur. Je suis pas en train de dire que c'est la majorité. Je dis juste que les plus grosses ventes se font là. D'accord. Et oui, je suis d'accord. Sur certains crowdfunding de l'année dernière, enfin de 2016, c'était vraiment, quand je dis plus de 100 €, c'est vraiment, oui, alors j'ai plus le nom en tête, mais il y en avait un, c'était 136 € le panier moyen. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient été capables de mettre 500 € dans le panier. Parce que Justement, ça flatte ce qu'ils ont vécu, en fait, certainement. Ils ont envie d'aider un milieu qui leur a apporté beaucoup. Et donc, du coup, ils ont envie de faire ça. Et là, c'est là où je me retourne vers les producteurs de jeux. Ne flattez pas ça. Ne quoi. flattez pas ça. Essayez d'aller vers des sentiers Oui, mais vers lesquels les personne n'ont producteurs de été. jeux, ils vont là où il y a le fric, hein, Flavie. Ils en ont rien à foutre de tes appels. Mais parce que du les pied, hein. producteurs Et- font un produit. Mais en Oui, fait, c'est sûr. on dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de place pour ça. Mais dès qu'il y a un truc vraiment nouveau, tout le monde en parle et tout le monde l'achète. Non, au départ, non. quand il y a un truc vraiment nouveau, tout le monde lui dit que c'est pas du jeu de rôle et que C'est de la merde. il ferait bien de se rhabiller. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur Cajuceno les premières années. Excuse-moi, c'est trop facile de dire ah oui, maintenant l'indépendance, elle vend en poupe. Donc du coup, bah oui, c'est facile de dire oui, mais enfin remarque, je veux dire les jeux indépendants, c'est très à la mode. Bah oui, grâce à qui du con Je veux dire, c'est un peu aussi parce que on s'en est pris plein la tronche comme Les des fous. Donc indépendants, non, la nouveauté a pas le vent en poupe. Je suis désolé, excuse-moi, mais là, alors, par rapport à Croc justement, c'est ça qui est. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est trop facile de lui tailler le gras là comme ça fastoche, alors qu'en fait c'est un mec qui a vraiment révolutionné des choses dans le milieu du jeu de rôle et qui a eu et qui a encore d'ailleurs son heure de gloire. Quand il fait un crowdfunding où il dit je vais bouffer des endives et tout, indirectement c'est un punk, il trash le crowdfunding. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cool. Franchement, oui. ça a fait le buzz ce crowdfunding. On l'aime ou on l'aime pas, Croc, mais il a des idées de génie. Alors, comme j'ai dit, moi, j'ai pas bousculer les moi, codes le et seul compagnie. truc que j'ai vu de lui, c'est cette vidéo. Moi, j'avais Donc, beaucoup aimé INS. Mais bien sûr, non, mais ça... donc attention, je veux dire, faut pas parce que Croc, moi j'ai beaucoup de respect pour lui à part Non, ça. mais je la veux dire, personne est, oui, bien voilà, sûr. la personne est peut-être détestable. Moi, je l'ai jamais justement, rencontré. à non, titre la personne a personnel. l'air plutôt, Non, arrête, respectable, non, mais respectable, largement, quoi. L'artiste.
La personne, moi, des échos que j'en ai, après, encore Il y a une eu fois, une j'ai très jamais belle rencontré en interview vrai. de lui récemment qui a été publiée C'est- sur le net. j'aimerais bien le rencontrer en tout cas. Mais voilà, en tout cas, l'artiste est remarquable. Voilà. Donc, à une époque, je veux dire, Bitume, INS, Bloodlust. Je veux dire, Bloodlust, c'est un chef-d'œuvre. Hein. On en fait encore des remakes aujourd'hui. Donc, c'est qu'on en parlait encore hier soir avec Vincent. Comment il s'appelait Donc, le perso de Thomas déjà? Le perso de grosse, Valoche la grosse. Valoche la grosse. Donc voilà, c'est un jeu auquel on a joué un petit peu. Donc voilà. Et alors les oubliés du game design et compagnie. Moi j'ai des mots pour ça. J'appelle ça. Pour moi il y a deux types de rôlistes. Il y a les rôlistes de surface et les rôlistes de profondeur. Exactement comme vous savez dans Hannibal. Il y a un moment donné où justement Hannibal dit ça à l'agent Starling. Il lui dit, vous savez, il y a deux types de rouleurs. C'est des oiseaux. Il y a des rouleurs de surface et des rouleurs de profondeur. Bah pour les rôlistes, c'est pareil. Les rôlistes de profondeur, c'est les gens qui adorent faire des campagnes très très longues, et qui ont souvent joué à un seul jeu, mais qui ont joué toute leur vie, tu vois, genre. C'est les rôlistes de profondeur. Et puis il y a les rôlistes de surface, c'est ceux qui jouent à plein de jeux différents, mais pas forcément sur le long terme, pas forcément, tu vois. Et du coup, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est pas qu'il y a des gens qui sont passés à côté ou pas. C'est juste qu'il y a des gens qui aiment Il y a deux choses dans le jeu de rôle différentes. Il y en a qui aiment la spécialisation, la croissance verticale, on appelait ça avec Karim. La croissance verticale. Les gens qui vont jouer au même jeu pendant des années, mais qui vont en être spécialistes et qui vont adorer ça. Et puis, il y a la croissance horizontale, le rôliste de surface, qui lui, non, ce qu'il aime, c'est vraiment picorer, découvrir de nouvelles expériences et compagnie et compagnie. C'est juste deux types d'expériences dans un même média différents. C'est comme les gens qui aiment les séries et les gens qui aiment les courts-métrages. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais est-ce que là aussi, c'est pas aussi tranché, c'est des curseurs? Oui, bien sûr, évidemment. Non, mais clairement, dans le milieu du jeu de rôle, il y a un combat, franchement, ça se voit, entre les rôlistes de surface et les rôlistes de profondeur. Par exemple, le mot narrativiste, ce mot-là. Donc, Greg Pogor a fait un excellent article récemment en disant comme c'était de la merde, ce mot. Ce mot-là. Il a été repartagé récemment, mais il est vieux cet article. Il trahit. Il est vieux, d'accord, ok. Je n'ai pas regardé la date en dessous, moi je l'ai découvert récemment. Il trahit vraiment ce combat-là. Entre d'un côté des gens qui veulent rester dans le jeu de rôle des années 80 et qui veulent surtout rester dans leur jeu de rôle des années 80, leur système à eux, le système qu'ils ont appris, le système dit traditionnel, et les autres qui disent non, le jeu de rôle c'est un média ouvert. Il y a plein de types de jeux de rôle différents, plein de types de systèmes différents. Le jeu de rôle traditionnel qu'on nous a appris n'en est qu'un parmi d'autres. Il y en a des tas qui ont été inventés depuis. Donc, est-ce qu'il y a de la nostalgie là-dedans? Ah, pas forcément. Il y a des gens qui, je veux dire, juste aiment le type d'expérience en profondeur. Je vais citer des gens qui sont pas du tout nostalgiques et qui adorent ça. Julien, Amir, Audrey, Antoine, mes joueurs de la table de sens, ils adorent les expériences des profondeurs. Oui, mais c'est aussi des joueurs de surface, hein, ils testent plein de trucs. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour te dire que tu vois, c'est pas si tranché que ça. On peut pas. Mais moi, j'ai pas dit que c'était tranché. Je dis juste, je faisais un parallèle en fait, pour essayer de m'expliquer pourquoi est-ce que c'est toujours les jeux qui viennent du passé et qui n'ont quasiment aucun changement, qui font, je veux dire, la réédition de Cthulhu numéro 74. Oui, justement, parce que les rôlistes des profondeurs, on est sûr de les avoir. On prend pas de risque. On sait, de toute façon, le mec qui joue à Cthulhu depuis des années, on sait qu'il va acheter le prochain. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on prend pas de risque. C'est juste une histoire de risque. Alors que quand tu fais du rôliste de surface, déjà, c'est beaucoup plus difficile de les atteindre parce qu'il n'y a pas de médias qui leur parlent. Alors, peut-être la cellule, peut-être le grog, je sais pas. Mais tu vois, il y a très peu de médias généralistes. Ah, JDR Mac peut-être aussi, qui essaye de s'ouvrir. Le Casus, mine de rien, le Casus Belli aussi essaye de s'ouvrir, même si ils vendent surtout leurs propres produits. Mais c'est intéressant quand même de voir comme leur plateforme de crowdfunding, justement, permet aussi de faire émerger des produits nouveaux. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un pari qui est beaucoup plus facile à tenir de s'adresser aux releases des profondeurs. Les 500 qui achètent tout, souviens-toi, ce discours de Sébastien Cellerin, qui nous disait, il y a en gros, dans le monde du jeu de rôle, il y a 500 mecs, ils achètent tout. Ils achètent tout ce qui sort, et donc à partir du moment où tu parles d'une licence qui leur parle, t'es sûr qu'ils vont l'acheter. Bah, c'est eux, c'est les releases des profondeurs. Et après, certains des releases des profondeurs sont en train de devenir des releases de surface et compagnie, et ça, après, il y a des transitions. Oui, je suis désolé. Non, mais quand il je suis un peu pressé parce qu'il y a aussi... quand tu dis release des profondeurs, ça me fait penser aux carpes. Tu sais, ça fait des années qu'on a pâte, qu'on met des bouillettes. Maintenant, on sait qu'on a juste à mettre la canne et.
Mais je pense que quand Romaric le dit, il n'y a pas de jugement ni rien. C'est juste Oui, bien sûr. Et comme on dit, c'est toujours quand on fait des généralités ou quand puis on Brochet, essaye c'est de pas plus malin dresser qu'une carpe. quand on essaye de dresser des façons de faire. Évidemment, toute la vie n'est pas tranchée, c'est ni blanc ni noir. Il y a aussi du gris, quoi. Il y a des gens qui jouent à tout. Mais voilà, moi, je me posais juste la question sur le point de vue de la nostalgie. Voilà, essayez aussi d'aller vers des jeux que vous ne connaissez pas, des jeux sur lesquels, moi je vois déjà des fois des gens qui disent ah non mais moi ça me tente pas du tout, moi je jouerai pas à ça. Moi quand on m'a parlé, alors j'y ai rejoué récemment, j'ai un avis un peu moins tranché, hein, je dis un peu moins que c'est un jeu qui a eu qui a pris un énorme coup de vieux. Mais Dogs in the Vineyard, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était Christophe Veuclay qui m'a dit on va jouer des mormons avec des mormons et tu vas voir, tu vas juger des gens. Ah bah ça m'a pas du tout donné envie. Mais j'y suis quand même allée parce que je me suis dit bon on va tester et du coup j'avais pris une claque à l'époque. Bon il a pris un coup de vieux. Mais voilà, essayez de ne pas vous dire ah non mais il n'y a pas de dés. Non mais c'est pas grave, allez-y. Ouvrez-vous quoi. Mais c'est vrai pour tout en fait, pour le cinéma, pour les lectures, pour on peut être un bon rôliste de profondeur et aimer de temps en temps se balader en surface. Même, je pense que moi, c'est ce que mélanger les deux, c'est bien. Ouais, le mélange des deux, je pense que c'est le top. Hein. Est-ce que c'est pas à ce moment-là un problème culturel ? Ce que j'entends, c'est si je ne teste rien de nouveau, je ne vais pas vers la culture. On est dans l'entre-soi, dans ce que tu disais justement. Alors que, et aujourd'hui, clairement, je pense que notre société nous pousse vers ça. Il faut résister, c'est là, c'est ce que tu disais. Il y a aussi un petit côté aimer être spécialiste. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu en France, notamment dans le système scolaire d'une époque. Hein. Bon, évidemment, c'est mon métier, j'y reviens toujours, hein, mais le fait de ne pouvoir faire quelque chose que si on s'en estime spécialiste. Je ne vais surtout pas me mettre à danser parce que je ne sais pas danser. Ouais, mais tu feras comment pour apprendre ? T'attendras ton mariage comme tout le monde. Je ne vais surtout pas, je ne vais surtout pas aller vers ce genre de jeu parce que je ne sais pas y jouer. Oui, mais comment feras-tu du coup pour apprendre à y jouer ? Maintenant, tu vas rester spécialiste dans ton domaine. C'est un truc très franco-français. Le fait d'avoir peur du jugement aussi. Mais pourtant, ça dépend des domaines. Alors là, moi, je vais faire un petit parallèle avec la bouffe. On le sait, faut goûter des choses différentes si on veut développer son palais, ses goûts. Faut pas rester cantonné à manger tout le temps la même chose. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Et là, c'est pareil en fait. Le max, c'est pas d'être complètement horizontal ou vertical, d'avoir soit une grande colonne qui monte jusqu'au ciel, ou soit une ligne de, je sais pas, je m'imagine un graphique là où il y aurait que des trucs à 1 partout, très lisse. Non, le mieux c'est d'avoir comme une sorte d'équaliseur, quoi, où il y a des trucs très hauts, des trucs très bas. Mais l'important c'est que ce soit le plus large possible. Et on retombe toujours finalement, enfin moi j'ai l'impression sur ce bon vieux conseil, tester un maximum de jeux, lisez un maximum de fichiers. C'est un conseil de release de surface. Ça. Mais bah ouais, mais quand vous entendez parler d'une série où il y a qui joue pas sur la fibre, je pourrais te dire regardez l'inverse. The Leftovers, regardez. Je pourrais te dire l'inverse. Je pourrais te dire jouer au même jeu pendant des années, vous verrez, ça rendra. Regarde Johan Scipion. C'est exactement ce que fait Johan Scipion. Oui, mais quand il dit. Oui, mais quand je dis en equalizer, c'est qu'il y a des valeurs qui sont hautes dans mon truc. C'est-à-dire que tu peux aussi jouer à un jeu pendant des années, mais quand tu de temps en temps se faire une autre partie, quoi. En fait, je crois que c'est ça la conclusion. C'est qu'il faut jouer à tous les jeux pendant des années. Pour éviter... fou, quoi. Il l'a fait. Non mais ce que je veux dire, c'est que les histoires de nostalgie et tout ça, il faudrait pas que ça cache non plus d'autres types de tensions qui travaillent le monde d'une manière générale et le monde du jeu de rôle en particulier. C'est-à-dire, il y a évidemment la fibre nostalgique qui parle, mais ce que je veux dire, en fait, pour faire simple, si sans détour vend l'appel de Cthulhu. C'est du réductionnisme agressif, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Parce que je t'accuserai pas de ça. Je veux pas te faire de procès d'intention et je pense pas du tout que ce soit ça. Non, c'est juste que ça t'intéresse aussi parce que tu es fan de cinéma en ce moment et que c'est une problématique dans le cinéma hollywoodien qui traverse vraiment le cinéma hollywoodien. Et donc du coup, bah oui, il faut. Enfin, c'est voilà, notamment le Fossoyeur de film et tout qu'en parle beaucoup. Fossoyeur qui au passage a exactement les propos qu'on a dans la cellule, mais pour le cinéma. Si vous aimez
La Cellule, c'est le moment de dire qu'il faut que vous aimez. Si vous aimez La Cellule et que vous aimez le cinéma en général, il faut aller regarder les émissions du Fossoyeur, c'est la même chose, mais pour le cinéma. Le truc, en fait, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres types de tensions dans le milieu du jeu de rôle. Et après tout, si les éditions Sans Détour vendent l'Appel de Cthulhu aux 500 mêmes mecs, jusqu'à ce qu'ils trépassent finalement, parce qu'à un moment donné, ces mecs, ils seront trop vieux, ils pourront plus acheter de jeux, ils finiront par mourir. Et que nous, on vend des jeux qui nous relisent de surface, qui voulons proposer des expériences différentes de Cthulhu. On vend des jeux à 500 autres gars. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas en concurrence. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît, etc. Et dans le fond, bah voilà, l'appel que c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure quand je te disais l'appel que tu es en train de lancer, tu es en train de le lancer aux auditeurs de la Cellule. Des gens qui sont déjà... Tu vois, des gens qui sont curieux de nature, qui aiment justement aller vers des jeux différents. Sinon, ils n'écouteraient pas les one-shots. C'est le moment où il faut vous rappeler de faire des dons pour la Cellule, quand Romaric vous flatte. Oui, c'est vrai, ça. Je vous flatte, donc donnez-moi de l'argent, Dis super. un truc nostalgique tout de suite. Pour qu'ils aient envie. C'était mieux Renaissance. Ah oui, mais alors au D12. Au D12. Lance le dé, s'il te plaît, pour jouer à ça. C'était mieux au D12, s'il te plaît. Non, mais voilà, après tout, les deux ne se font pas. Et s'il y a des gens qui font les ponts entre les deux, tant mieux. Le truc, c'est est-ce que l'intention que tu as derrière ce podcast, c'est de ramener les gens qui sont dans la nostalgie vers des choses plus progressives, ou juste d'encourager les gens qui sont déjà... Parce que pour moi, ce que tu dis là, tu vois, c'est ça le truc. Non, mais moi, je veux que tout le monde avance. Ouais, d'accord. On me pose même pas la question. En tu fait. veux sortir les gens de leur zone de confort, leur dire quoi, arrêtez... la fin du sommeil dogmatique? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu veux tirer les gens de leur sommeil dogmatique. Mais quand justement Kant dit cela de Hume, me semble-t-il, c'est exactement ce qu'il veut dire. Oui. C'est qu'en fait, il était dans un ronron philosophique et que d'un seul coup, ce type, en faisant péter la causalité, ou je ne sais plus d'ailleurs à quel niveau c'était. Si, c'est quand il y a les boules de billard qui se... J'adore la vision imagée que tu as de la philosophie. Et Mais si, souviens-toi, c'est le moment où il y a la billard. Alors, soyons clairs, la philosophie, moi, la seule façon que j'ai trouvé de me rappeler les différents livres, c'est d'avoir une image en tête. Qui expliquait ce que voilà. Ouais. Donc Hume en plus. Parce que je me souviens aussi qu'il avait la causalité. Finalement peut-être que les boules ne se poussent pas les unes. À Königsberg, en fait, Kant faisait le même trajet tous les jours à la même heure, à tel point qu'il y a une légende urbaine qui dit que les femmes de chambre des nobles de Königsberg réglaient leur horloge en fonction de la promenade d'Emmanuel Kant. Et les deux seules fois où Kant n'a pas fait sa promenade et où ça a fait tout un foin dans le village, c'est quand il y a eu la Révolution française, d'une part, et quand Rousseau a sorti l'Émile et l'Éducation. Parce qu'il était tellement inspiré dans la lecture, il n'a pas pioncé de la nuit, il n'est pas sorti de chez lui, il a continué à lire. Et donc je ne savais plus si cette histoire de tirer du sommeil dogmatique, je crois que c'est vraiment Hume, est tiré du livre de Hume et duquel, je ne sais plus, ou si c'était à cause de l'Émile. Je crois que c'est à cause de Hume. Et bref, toujours est-il que voilà, c'est ça que tu es en train d'essayer d'inviter les auditeurs à faire. Et enchanter le monde, tout ça, mais c'est bien, c'est mon combat habituel. Comme d'habitude. Et ce que je disais tout à l'heure quand je disais regarder The Leftovers ou des choses comme la série avec Michael C. Hall où c'est une famille qui tient des pompes funèbres. Six Feet Under. Six Feet Under. Des séries comme ça, en fait, et même des films, des drames en général ou quoi, il faut aussi un peu se sortir les doigts et oser en regarder et arrêter un peu l'excuse du oui mais les personnages ont des réactions débiles, c'est incohérent, ou ce personnage m'agace parce qu'il est trop con. Et parce que en fait, ce malaise que vous ressentez à ce moment-là, peut-être que les auteurs l'ont voulu. Peut-être qu'ils ont voulu vous mettre face à quelqu'un qui a un comportement, parce qu'il y a des gens qui ont des comportements incohérents dans la vraie vie. Et que... Désolée, je suis en train de penser à une série que j'ai arrêté de regarder parce que le comportement du personnage féminin était tellement incohérent que... C'était comment Outlander, où le personnage féminin est juste à après des fois on en a juste marre, faut pas non plus c'est juste que là voilà, t'as affaire à une femme qui passe pour une cruche quoi, et le problème c'est que ça ne véhicule pas non plus une très belle image des personnages féminins dans les séries quoi. Oui, non mais voilà. Donc essayez un peu de oser se confronter. Déjà, si vous n'arrivez pas à vous confronter à quelqu'un qui vous agace dans une série, qu'est-ce que ça donne en vrai? Oui, après les séries, tu les regardes généralement quand tu as du temps.
En fait, le problème, si Et tu quand veux, tu as c'est envie que de te détendre, la Voilà. vraie question, c'est Quand est-ce que t'as des quand on enfants- se détend, on ne peut pas réfléchir? quand t'as des enfants, du temps, t'en as plus. Et donc, du coup, quand t'as 1 heure à passer tout seul, entre guillemets, ou à avoir un peu de temps, t'as envie de bien l'investir. Mais ma remarque, je suis vois désolé, hein, c'est pas des parents que j'entends faire ce genre de critique, j'entends aussi des jeunes de 16 ans, 20 ans, 25 Oui, ans et d'accord. qui n'ont pas d'enfants, pas de travail, Au-delà c'est de ou ça. en études, qui ont le temps. On est quand même des gens qui vont parler à pas mal de gens qui ont des avis différents du nôtre. Oui, oui. On fait quand même pas mal de choses. Je pense que C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de temps, d'ailleurs. Ouais, bon. Oui, voilà, c'est pour ça. Parce que sinon, je pense que tu peux carrément te débrouiller pour regarder un film ou une série le soir. Oui, tout à fait. Et pour répondre à ce que tu disais, je pense que oui, effectivement, on peut se détendre en se cultivant ou en réfléchissant. Et Moi, c'est ce que j'entends souvent dans des trucs de jeux de rôle, c'est « mais c'est un jeu, on va pas réfléchir quand même ». Ouais, mais tu sais, ça c'est la réponse. Je sais pas si tu as vu, c'était facilement trouvable sur YouTube ou quoi, la réaction d'Astier où il répond à des participantes à une télé-réalité. Si, il a pas mal tourné. Ouais. Voilà, ça c'est un truc, et c'est exactement ça qu'on est là-dedans. C'est pas parce qu'on apprend quelque chose ou parce qu'on réfléchit qu'on se prend la tête. On peut se détendre et s'amuser en réfléchissant. Enfin, les gens qui écoutent la cellule, je pense qu'au moins la plupart ont testé Sens. Non, pas tous, hein, vraiment pas. C'est Bon. c'est pas une minorité, mais c'est un tiers. Bon, en tout cas, ils en ont suffisamment entendu parler pour se rendre compte qu'a priori, on s'amuse un peu quand on joue à Sens. Il y a pas mal de et qu'on jeux de réfléchit. rôle maintenant où tu peux Oui. faire les deux. Hein. Bien sûr. Mais ça, c'est bien. Mais je suis pas sûr, malheureusement, que ce soit la tendance générale. Je pense que la tendance générale, c'est plus les anges de la télé-réalité que l'exoconférence. On verra. Mais justement, là, j'en reviens à la vidéo d'Usul, où il dit oui, mais on s'en fout. Si les anges de la télé-réalité sont regardés par des gens qui sont de toute façon des impasses, alors c'est pas Usul qui dit ça, hein, je traduis dans mes mots à moi. Ce que j'appelle les gens qui sont des impasses, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont rester chez eux, qui vont pas se militer, qui vont pas changer le monde en fait, qui vont pas changer la société. Tu vois, par exemple, un retraité, je veux dire, j'exagère parce qu'évidemment, il y a des retraités qui changent le monde et à travers des groupes d'influence, hein, qui peuvent avoir effectivement une influence sur les jeunes et compagnie, heureusement. Je veux dire, je veux pas faire de grandes catégories. Mais il y a des gens qui restent chez eux, qui n'ont absolument pas envie que le monde change, qui sont bien comme ça et compagnie. Voilà, moi, c'est des gens, j'appelle ça des impasses, dans la mesure où tu leur transmets quelque chose, de toute façon, la chose que tu leur as transmise ne sera pas transmise à nouveau. Donc, si ce sont ces gens-là qui regardent la télé-réalité, tu t'en fous. Parce que ce qui compte, c'est que les gens qui sont des portes ouvertes sur d'autres mondes, qui vont transmettre des choses, eux, tu vois, un youtubeur, je veux dire, une fois que tu l'as fait changer, tu as potentiellement fait changer avec lui 50 000, tu vois. Un youtubeur connu, par exemple, d'ailleurs, les entreprises s'y trompent pas, hein, ils n'arrêtent pas de les draguer. Pourquoi est-ce que, de toute façon, tu regardes où va le fric. Tu regardes, de toute façon, c'est clair et net, tu regardes où va le fric de Google. Et tu vois très bien ce qu'il y a de l'impact dans le PAF, comme on dit, quoi. Dans l'audiovisuel, enfin dans le public. C'est ça, les youtubeurs aujourd'hui, s'ils sont si dragués, c'est parce que ce ne sont pas des impasses, justement. C'est le pif. Ils ont énormément de. C'est le pif. Public, paysage, Internet. Paysage Internet francophone. Ouais. Après le paf, le pif. Après le paf, le pif. Paf, C'est bon ça. Paf dans ton pif, mon Encore gars. le pouf. Bon, alors là, par contre. Et je dis justement, que on va c'est aller la ouvrir fin le du pif. podcast. Et on va ouvrir le pif. C'est la fin du podcast. C'est le moment où on va ouvrir le pif. En bon nostalgique, on va parler de nos faits d'héroïsme, notre héroïsme. J'adorais Pif Gadget. Bon, c'est vraiment le moment où on revue arrête ce communiste. podcast sur la nostalgie. Extraordinaire. Merci d'avoir bien voulu réfléchir avec moi. Ça m'a même permis d'aller Non. plus loin dans ce que j'avais réfléchi. Franchement, le glissement politique du truc, je l'avais pas vu venir. C'est vraiment Moi non intéressant. plus, et Ouais. merci à toi surtout. Merci à toi, Fly. Ouais, Et puis voilà. Et puis allez, on va ouvrir cette bouteille de pif. on va ouvrir du pif. Ouais, du pif. Salut. Salut. Salut.